tir de but. Gibson n'a rien vu, là. Vous dire le bonheur de vous retrouver. Bon début de week-end, bonne fin de journée, bon vendredi. Bienvenue dans notre rendez-vous de conversation sportive ici à JC. Pas notre. Vous, moi et tous les autres qui s'agglutinent les uns à la suite des autres sur ce resplendissant plateau. On est à l'aube de 2 matchs du Canadien. Sentez-vous ma fébrilité? J'aime ça, moi, quand le Canadien me joue un dos à dos le samedi puis le dimanche. Moi, le dimanche au soir, j'aime le Canadien. Et ça va être contre les Ducks que j'adore en plus, tout autant que les Sharks demain. C'est sensationnel. 2 gros duels. Les Ducks, d'ailleurs, battus à Toronto hier. Aïe, aïe. Les Ducks battus, but Austin Matthews abattu. Victime Matthews, suivant Sidney Crosby aux Olympiques. Garde-moi le 7. Ben oui. Radko Gudas, l'arracheur de tête. Pogne sa swing, sort le genou et met fin probablement à la saison du capitaine des Leafs de Toronto. Mais garde-moi ça, là. Il se passe quoi, ça, la séquence? Gabin, 53 passé à côté. Il a tout vu, lui, là. Il a tout vu. Regardez, il voit ce qui se passe. Il voit le capitaine tomber au combat. Il dit, par où je patinerais, moi, Easton Cowan? Par où je m'en irais pour être sûr de ne pas aller péter la gueule de Radko Gudas? Ça, c'est un flow qui vient d'arriver, là. C'est un kid, là. Lui, c'est un rookie, un pur freshman. Lui, il rentre. Son capitaine tombe au combat. Il fait rien. Personne fait rien. La Padzette était là, mais n'était pas sa glace à ce moment-là. Padzette a droppé Jeffrey Viel. Ça a été relativement furieux. Jeff va être avec nous. Jeffrey Truchon-Viel, pour les intimes ici au Québec, va être avec nous à la fin de l'émission ce soir. Quelle remarquable façon de finir la semaine. Le gars était à Boston. Il a joué une dizaine très sporadiquement. Les Bruins ont dit « Ah, on est dans le mix, ça va nous prendre plus que ça. » Ballottage. Récupéré par Anaheim. Il est sur le 3e trio de Joel Kenville d'un club qui est en tête de la section Pacifique. Il a-tu saisi sa chance? Il joue avec Alex Killorn, qui connaît bien, avec qui il s'entraînait les étés. C'est formidable. Tellement content pour ce kid-là qui va jouer devant sa famille dimanche ici à Montréal. On le reçoit tantôt. Alors, le beau Goudas, vraisemblablement, ne jouera pas le match de dimanche à suivre. Et au billet de saison, à 18h, on va parler du rapport entre l'équilibre des forces entre les Ducks et le Canadien. Je me suis attardé particulièrement sur les Ducks parce que l'an dernier, je vous disais, dans 4-5 ans, ces 2 clubs-là, si ça casse pas, puis il n'y a pas de raison que ça casse, vont être des favoris pour atteindre la finale de la Coupe Stanley dans l'Est et dans l'Ouest, pourraient s'affronter dans quelques finales. Mais les Ducks ont décidé de battre l'horloge et pas le Canadien. Ceci n'est pas une attaque au plan du Canadien. Montréal joue dans la meilleure division de la Ligue et Anaheim dans la pire. Anaheim a compris qu'il y avait une opportunité à saisir, puis ils l'ont compris il y a 2 ans. Comme quoi, ce qu'on vit là se prépare depuis 26 mois maintenant. Examen des faits à 18h au billet de saison. D'abord, Anthony Martineau, sur le rythme du Canadien qui reprenait l'entraînement aujourd'hui. Anto, belle surprise. Le grippé Caulfield était de retour, finalement. Pas mal plus un petit rhume que l'influenza. Oui, parce que l'influenza, ça lui aurait pris pas mal plus de temps avant de remettre ses patins de 1 et de 2, de bien paraître autant que ça sur la patinoire. Parce que Cole Caulfield était fringant, il était souriant, il était énergique, il avait tout ce qu'il fallait, en fait, pour qu'on puisse dire qu'il va jouer le prochain match des Canadiens. Ne vous en faites pas. Alors, il était de retour. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et avec tout le monde de retour, ça nous donnait aussi l'opportunité, Jean-Charles, de voir à quoi allaient ressembler les trios. Parce que là, bon, tu le sais, le marché de Montréal s'enflamme avec un rien. Là, Alexandre Texier marque à son retour dans la formation. Est-ce qu'il mérite de rester? Pas selon Martin Saint-Louis. C'est Brendan Gallagher qui était à son poste malgré tout ce qu'on a pu entendre sur lui au cours des derniers jours. Cole Caulfield, bien sûr, complétait son unité avec Juraj Slafkovský et Nick Suzuki. Deuxième trio, Kapanen, Newhook. Et de l'autre côté, on avait
bon, Ivan Demidov, on n'a pas touché à ça. Et Bolduc, Evans et Dak, on juge que ça va très bien du côté de l'entraîneur. Alors Texier, qui malgré son filet, lui, est toujours depuis les estrades pour le prochain match. Maintenant, je veux qu'on revienne à Gallagher un petit peu parce que le sujet devient de plus en plus une patate chaude chez les partisans, les réseaux sociaux s'enflamment. Je comprends, Anto, mais si tu permets là, sur Texier, là, parce que moi, je vais défendre Martin là-dessus. Texier, c'est un joueur de spécialité, d'utilité, principalement sur le plan offensif. Sa dimension, elle est offensive. Moi, je comprends parfaitement qu'on n'implique pas Alexandre Texier dans une conversation versus Brendan Gallagher. Et je comprenais tout autant qu'on l'implique versus Zachary Bolduc. Puis la bonne nouvelle, là, dont personne ne parle, elle est à l'endroit de Bolduc. Parce qu'il n'y a plus de rotation, là. Ça veut dire que Martin, il aime ça, son trio Evans, Bolduc et Doc. Puis je dois lui donner raison encore une fois. Ce qui fait que Texier, c'est un joueur d'utilité de luxe qui attend son tour patiemment. Puis dès que quelqu'un tombe au combat dans le top 9, là, il embarque dans l'alignement. Mais il peut pas embarquer sur un quatrième trio. Qu'est-ce qu'il va faire là? Mais là, est-ce que j'ai un droit de réplique? Parce que bien là, sûr. Tu m'as lancé sur une piste. OK, superbe. J'adore Brendan, puis ton opinion, elle est excellente dans le sens que Brendan Gallagher, sur un quatrième trio, il a le profil type du joueur qui peut amener quelque chose d'intéressant. Maintenant, je trouve juste que, et c'est pas ce que tu as dit, ça, faut pas que les gens mélangent les choses, là, mais j'entends souvent qu'Alexandre Texier est inutile en échec avant et qu'il ne cadrerait pas sur un quatrième trio avec le coup de patin qu'il a. C'est pas le gars le plus physique, mais il est fatigant en échec avant. Alors, est-ce que moi, je trouve qu'Alexandre Texier serait peut-être un peu plus utile que Brendan Gallagher avec un Philippe Danault qui a ralenti aussi et un Josh Anderson qui clairement est pas à son mieux? Je suis obligé de dire que je pense pas que Texier ferait pire sur le plan hockey. Cela dit, je ne mets pas dans la discussion tout ce que Gallagher donne à l'équipe, à l'extérieur de la glace. Et justement, je pense que ça pèse dans la future décision de Martin Saint-Louis de l'enlever ou non de la formation. Parce que Jean-Charles, la question lui a été posée ce matin à plusieurs reprises. Alors, réponse de Martin Saint-Louis sur la fameuse méritocratie, ses critères de sélection. Et ensuite, en anglais, sur Brendan Gallagher spécifiquement, si tu le veux bien. OK. Tu sais, tes minutes, elles diminuent. Tu sais, puis on est tous compétiteurs. Tu sais, puis c'est la roue qui tourne, la Ligue. Quand Galley était un joueur de premier plan, top 6, là, mais il a justement poussé un gars, un vétéran qui ses minutes ont diminué. C'est la roue qui tourne. We have a deep group of forward right now. You know, and sometimes I have to make tough decisions. You know, Galley's a pro. I know what Galley can bring, and we're going to make decisions on game-to-game base. I think every player on my team know where they stand. I have plenty of conversations with everybody about where they stand, and, you know, we're going to make decisions that's best for the team. La fameuse déclaration plus tôt cette semaine, hein, des décisions difficiles, mais je suis payé pour les prendre à l'endroit de Montembeault. Le même raisonnement s'applique à l'endroit de Gallagher. Moi, je ne dis pas que Gallagher doit absolument rester là, mais en même temps, c'est un bon guerrier. Il a lâché Mitaine l'autre jour. Tu sais, il est prêt à mourir pour la patrie. Ça, on n'a pas des masses de ça. On n'a pas des masses. Tu sais, je vais parler beaucoup des Dogs ce soir, là, parce que j'ai fait un acétate entre les deux clubs. Là. Regarde bien ça débarquer, là, à grands coups de Killorn, puis de Truchonvielle, puis de Johnston, puis ils en ont des toughs, ils en ont de la team toughness. Puis là, peut-être que Gaudas va être suspendu, on l'espère, mais sinon, il va jouer. Sinon, il y a encore Trouba. Ils sont grands, ils sont gros. Ils sont équipés. Ben oui, tabasse. Mais tu sais, on parle de Texier, puis juste rapidement, là, un qui doit pas être de bonne humeur ces temps-ci. T'as sûrement vu la sortie de sa conjointe, justement, mais tu sais, Patrick Laine, t'as Cole Caulfield qui sort de la formation, qui est réputé pour être un tireur, et tu ne joues même pas à cette occasion-là. D'ailleurs, il joue au centre aujourd'hui, Patrick Laine, en remplacement sur les répétitions. Alors lui, il doit se dire que ça sent pas mal le roussi. Là. Ben oui, j'espère qu'il a compris. Oliver Kapanen, lui, continue sa progression. Je trouve qu'il a bonne mine depuis le retour des Jeux olympiques, mais j'avais bon espoir que ça y ferait du bien. Je pense que ça y en a fait. Ah, absolument. Puis, tu regardes ça, Jean-Charles, puis présentement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai fait l'exercice d'aller voir cette saison
Là, on voit la projection d'Oliver Kapanen d'abord et tu sais, viens pas me dire que pour un joueur recru, ce n'est pas positif. 43 points en 82 matchs, dont 26 buts. Et présentement, dans la Ligue nationale, parmi tous les joueurs de centre, Jean-Charles, seulement 8, vous avez bien compris, 8 ont plus de buts à 5 contre 5 qu'Oliver Kapanen. Et Oliver Kapanen ne joue pas plus que tous les gars qu'il devancent. Alors regarde les joueurs de centre qu'il devance présentement au chapitre des buts à 5 contre 5. Connor McDavid, Leon Draisaitl et Tim Stützle, 3 gars qu'on nous vend comme les dernières merveilles. Je regarde ça, là. Puis mon point est simplement de dire que pendant que tout le monde perd du temps précieux à se demander si c'est un vrai deuxième centre, ben lui continue à faire son travail. Marquer des buts, puis bien paraître. Avant d'entendre Kapanen et Saint-Louis sur Kapanen, simplement dire que Martin Saint-Louis, quand je lui ai proposé la thèse de « Ouais, mais c'est à cause d'Ivan Demidov, ça. » Il y a plein de monde qui disent ça. Kapanen paraît bien à cause de Demidov. Il dit « Hey, le nombre de gars qui peuvent faire les affaires par eux-mêmes dans la Ligue, t'es comptes sur les doigts d'une main. » Alors, les deux s'aident mutuellement. On écoute Kapanen et Martin Saint-Louis sur la progression du jeune homme. That's my goal. Like, I mean, I work hard every day to be that guy and be the guy the coach can trust to put me on the ice, and I want to be that guy, and so far I be there, and I want to keep my spot there. We are pretty close on and off the ice. I think in the roads we usually go to dinners and hang out in the hostels, play some cards, and do something like that, and we have a good connection, good chemistry with us, and I think it's just building up every day. Plus qu'il va avoir l'expérience, comme tout autre joueur, la game elle va ralentir plus en possession. Moi, je pense qu'il va commencer à avoir la POC plus en possession, transporter la rondelle plus. Puis ça vient avec l'expérience. OK, bien, l'expérience nous apprendra à se garder un peu de temps pour Juraj Slafkovský, mais ça va être pour une autre fois. Ben oui. Mais lui aussi progresse bien, pourrait joindre le club des 30-60 cette année. Moi, je pense qu'il va en avoir 70. Il faudra sortir un texte qui date d'1 mois et demi, là, ou à peu près, mais il va y avoir 5 gars à 70 points chez le Canadien. Garde bien ça aller, toi. Débile. Et Juraj avait dit au mois d'août en entrevue avec TVA Sport qu'il visait 65 à 70 points et s'en avait fait sourciller plusieurs. Garde donc ça. Suivent les babines. Enfin! Salut Anto, Enfin, bon oui. week-end. Attention aux bottines, puis aux babines. À lundi. Les deux, promis. Salut. Salut. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Dans le coin, Ross est dans le coin, dans le coin, Ross est dans le coin, Ross est dans le coin. Dans le coin, Rosenberg, rare présence en studio. Tabarouette. J'aime ça. Je suis content d'être sur ta carte du monde. Tu sais, Londres, Ouais. Vegas, toutes les destinations. Whoop! Mon chum Jean-Charles à Montréal. Ben, exact. Comment ça Et va? tous tes autres amis ici, bien sûr. Ben oui. Ça va? Oui, ça va bien. Écoute. Parle-moi de la carte de la semaine passée d'Eye of the Tiger Management. Écoute, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé regarder les gars développer. Je pense qu'on a vu avec Moreno, il y a peut-être encore une petite chose à faire avec lui. Qu'est-ce que j'ai remarqué de lui? Qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Regarde, bonne question, parce que j'ai jasé un peu avec Marc là-dessus, puis on a jasé un peu avec Cassavant. On dirait qu'il était un genre de frappeur qui cherchait soit le coup de circuit ou il regardait les balles passer. Un des deux. Soit que c'était des gros swings qui voulaient assommer son adversaire, mais la science de boxe lui manquait. Écoute, il est bon, il est fort, mais il dépend beaucoup sur son force de frappe. Et Marc a dit que ça, c'est quelque chose qu'on a à travailler. Mais c'est bien. Écoute, il y a une force de frappe. Fait que l'autre, il fallait que ça soit très, très bon pour encaisser tout ça. Si je dis une niaiserie, tu me le diras. Toute comparaison est toujours boiteuse. Moi, je le regardais par grand bout, il me faisait étrangement penser au tout jeune, dans ses premiers combats, le tout jeune Jean Pascal. Peut-être. Peut-être un meilleur punch, mais moins de boxe, hein? Parce que Jean, Oui. Jean c'est la grâce sur le ring. Oui, C'est un Jean, bon il boxeur. était capable de gagner Bon, des OK. décisions, pas Tu vois, de problème. j'aurais pas dû te le dire parce Non, mais que c'est- en te le disant, j'ai dit, ben non, Jean est un bien meilleur boxeur technique que... Un différent style technique. Les deux, Jean, il était un peu plus
naturel, un peu plus flamboyant, si tu veux. Il a essayé d'imiter son idole, Roy Jones, Ah OK? ouais, ben ouais. Mais il était capable d'envoyer des coups à moitié force pour avoir des points, tu comprends? Ouais. Tandis que ce combat-là, on a vu à Moreno, il attend, ça swing, Ouais, ouais. Le clôture tout le temps. Il visait tu sais, des petits simples, là, entre Dans les le fond, deux c'est joueurs. Vlad Guerrero. Oublie Ouais, ça, je me suis trompé. C'est Guerrero. Peut-être. Le jeune Guerrero. Ouais. OK. Bang Bang Butler, Steve Claggett. Immense respect pour les deux. Hein? Écoute, on a fait une genre de questions à ceux qui nous écoutaient sur le podcast. Nous. Nomme-moi la dernière fois un Québécois autre que quelqu'un qui est devenu champion du monde. Fait que tout de suite, tout le monde répond « Eric Lucas! » Attends, autre que quelqu'un qui est devenu champion du monde, qui a fait autant de combats à tous les niveaux? Casino, championnat du monde, Canada, États-Unis, n'importe où. Qui a fait ça? Et il y a un nom qui est revenu à la tête. Puis ça va. Tu vas avoir oublié celui. Sébastien Demers. C'est le dernier gars. Absolument. Double c'est le- trouble. Oui, c'est Contre Arthur Abraham en Angleterre. Puis, Fait knocké au Casino- troisième. Casino On à savait que ça Montréal. arriverait, mais c'était contre la brute Abraham. Mais il est Exact. allé. Oui, Il les a tout pris. Un vrai professionnel, 36 combats professionnels, Ben oui. il a fait. Et Butler, il est Double rendu... trouble. Oui, double trouble. Il est rendu Butler, il est rendu maintenant à 44 combats professionnels. Il s'est boxé pour une petite mondiale. Il a subi des défaites. Il est revenu. Il veut boxer. Il est digne d'un boxeur professionnel. là. Quelqu'un qui est pas tout le monde devient champion du monde, mon Johnny, right? On est d'accord? Exact. Mais il est professionnel. 44 combats. Puis il y a 30 ans. Je sais pas s'il y a d'autres boxeurs dans notre récente époque, ou peut-être, je dirais pas l'histoire de boxe au Québec, mais qui ont atteint le niveau de 44 combats avant leur 31e anniversaire. Il y en a pas beaucoup. OK, Mbili Canelo. Pour rêver, hein? Faut rêver. Écoute, On rêve de plus en plus éveillé. Là. Écoute, je dirais que Canelo, je pense qu'il veut ce combat-là. Je vais te le dire pourquoi. Parce que tous les autres combats, surtout Crawford, Caleb Plant, Bivol, c'est tous des gars qui l'ont boxé, ils ont resté à distance. Même Berlanga, il a essayé de rester à distance et puis il fallait qu'il pourchasse. Mais Il pense que sa meilleure chance, c'est Mbili. au moins, il sait qu'il va être dans un combat avec quelqu'un en avant de lui. On envoie en avant de téléphonique, lui. ça, Exact, c'est sûr. exact. Fait que Ça, peut-être c'est qu'il aime sûr. ça. Fait que peut-être qu'il Mbili aime ça. recule pas devant personne, va pas reculer devant Canelo, certain. Puis il mérite, Mbeli mérite. Ben Ça oui. fait longtemps qu'il était classé numéro 1, qu'il n'a pas Ben eu oui. sa chance. Il mérite le vache à lait de la boxe, Canelo, puis j'espère qu'il va l'avoir, parce que c'est une mou du bon gars, Mbeli. Prochaine destination, Calgary. Calgary, championnat Après ça, canadien. Prochaine Londres. destination, Londres. Londres. Tu sais, toi, 3 semaines à Londres. C'est n'importe où. Il n'y a pas de problème. C'est comme sur le ring, tu prendrais n'importe qui. J'ai un sac de boxe, ça va être voyage. Let's go. Let's go. Merci, le coach. Merci, mon ami. Salut. All right. On s'arrête en pause. Au retour, en direct sur notre plateau, l'extraordinaire champion, Laurent Dubreuil, de retour des championnats du monde aux Pays-Bas de longue piste. Restez là. Pas que je suis pas content de le recevoir, mais je suis tout aussi content de recevoir sa médaille. Mais elle est à lui, donc dans le fond, je suis content tout court. Laurent Dubreuil en studio cette fois-ci pour une deuxième fois en un mois. Là, je suis excité de ça. Comment ça va, Laurent? Ça va très bien, toi? Excellent. Donc, de retour des Pays-Bas et des championnats du monde, résume-nous ta semaine ou ton 2 semaines là-bas, en pension chez des amis. Là, on connaît l'histoire et les gens peuvent récupérer cette excellente entrevue. Merci encore pour ça que tu nous as accordé au retour au départ de Milan vers les Pays-Bas. Comment ça a été? Ça a été une belle semaine. J'ai eu des super bonnes courses. Les deux, c'est un mondial au cumulatif, fait que ça m'a mis 5e, mais sur les 2 500 mètres, j'ai fini 3e, exactement comme au jeu de Milan, derrière les deux mêmes gars. Puis j'avais mes enfants, mon épouse avec moi pour me voir patiner, donc c'était vraiment des beaux moments. Ces deux gars-là, c'est moi ou c'est deux oiseaux rares quand même? C'est deux bébites, ça? Oh, et c'est deux phénomènes, vraiment, là, littéralement. C'est comme en hockey, Crosby puis Ovechkin sont arrivés dans la ligue en même temps. Là, Ouais. c'est un peu ça. Là. C'est C'est vraiment ça, hein? des gars qui vont marquer l'histoire de notre sport, qui sont déjà en train de le faire. Les plus vite patineurs de tous les temps déjà. Ils ont 21, 22 ans. C'est incroyable de les voir aller. Sont-tu juste pas chanceux d'être arrivés en même temps? Ou? Pas chanceux, En même mais temps, c'est ça va- hot, là, c'est parce que- vraiment hot pour le sport. Je pense que ça va être des ambassadeurs incroyables pour le sport. Il y en a un des deux qui vient des Pays-Bas, là, où c'est déjà extrêmement populaire. Stolz vient des États-Unis. S'il pouvait faire devenir le patin un peu plus connu aux États-Unis, c'est un énorme marché. Donc, ça va juste être bon pour notre sport. Puis,
Moi, je suis plus content d'être arrivé 10 ans avant, d'avoir gagné une coupe de médaille d'or avant qu'il arrive, parce que là, c'est rendu difficile. Ben, de tenir le rythme quand même, à ton âge vénérable. Moi, je ne sais pas, t'es vieux à quel âge dans ton sport? Tu sais, Ça dépend des distances. Les athlètes de longue distance, mettons 5000 mètres, 10 000 mètres, il y en a qui sont bons jusqu'à 36, 37, 38 ans. J'aurais pensé le contraire. Non, les sprinteurs, je suis le plus vieux déjà là, aux 500 mètres. Ah ouais. Je suis déjà en train de pousser la limite de l'âge. Mais tu continues quand même. Oui, exact. J'imagine, j'ai envie de la pousser un petit peu plus. J'ai envie de la pousser encore un peu plus. C'est quoi la motivation maintenant? Parce que tu as accompli pas mal tout ce que tu voulais accomplir dans ton sport. Outre d'être un ambassadeur pour ton sport et pour le sport amateur de façon générale, des athlètes olympiques et un meilleur sort, de meilleurs revenus pour eux, qu'est-ce qui te reste comme motivation? C'est la raison que je continue, c'est parce que j'aime ça. C'est ma passion. C'est l'amour de ton sport. Exactement. Après ça, oui, je me donne des objectifs. Oui, je veux gagner des médailles. Oui, je veux être performant. L'excellence, ça me motive. Mais la vraie raison pourquoi je me réengage, c'est encore une fois pour quelques années, j'espère 4 ans, on verra, mais c'est parce que j'aime encore ça, parce que c'est encore, j'ai encore l'impression d'être le jeune de 10 ans qui vit son rêve, vraiment. Puis c'est pas parti même après 15 ans d'équipe nationale. J'ai fait le saut, moi, t'avouer. Je regarde les images, là. M'attendais à avoir un colosse. Tu sais, t'es tout en muscle, évidemment, dans ce spandex de tous les diables, là. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, OK, plus petit que je pensais. Bon, mais quand on me rencontre, on me dit t'es pas mal plus grand que je pensais. Je dis, non, c'est parce que je suis moins gros que vous pensiez, madame. Ben, je suis pas très grand. Patinage longue piste, il y a tous les formats. Il y a des patineurs qui sont extrêmement grands, de 6 pieds 4, 6 pieds 5. Oui. Moi, je suis 5 et 11. Je suis assez normal en grandeur, mais je fais à peu près 200 livres. Donc, c'est quand même assez lourd pour mon grandeur. Tu fais 200 livres, toi? Ben là, je suis 195, là, mais l'été, je vais être plus 200, 205. Là. OK. Ça dépend du moment de l'année. En compétition, là, je suis à mon plus maigre. Là, on sort de la compétition de saison. La saison de compétition, mais ouais, à peu près 200 livres en moyenne. Là. Tu m'as dit, hors d'onde, j'y vais une année à la fois. Puis là, tu as dit peut-être dans 4 ans. Donc, l'espoir, c'est vraiment, tant qu'à recommencer un cycle, on va aller au bout du cycle. Ben, ça serait mon rêve pour le prochain 4 ans, de faire un dernier Jeux olympiques. C'est juste que c'est impossible à dire quand tu es déjà le plus vieux sur le circuit, sur ta distance, de « Ah, je vais être encore bon dans 4 ans. » T'sais, fait que si en chemin, je me rends compte que ça marche plus ou que les blessures me rattrapent ou que mon niveau est juste pas assez satisfaisant, possiblement que je vais arrêter d'ici là. Mais si mon niveau est encore bon, moi, mon rêve, ce serait d'être sur la ligne dans 4 ans avec des chances de médaille encore. C'est quoi la suite après? Te vois-tu coacher tous les poun-poun qui rêvent d'être des Laurent, d'être des Valérie dans ce magnifique anneau de glace de couvert de Québec intérieur dont on a parlé tantôt hors d'onde aussi? J'aimerais vraiment ça, être entraîneur. Je sais pas à quel niveau. Je pense que je serais heureux à coacher autant des jeunes adolescents que l'équipe nationale. Tant que le jeune ou l'athlète est motivé puis essaie de s'améliorer, je pense que c'est ça le plus important. Parce que j'aime trop mon sport pour juste abandonner ou quitter complètement, couper les ponts. J'aime vraiment juste trop ça. Puis deuxièmement, ce serait dommage qu'un athlète avec autant de bagages et d'expérience que moi le redonne pas aux plus jeunes. Moi, si j'avais eu quelqu'un qui avait gagné autant de médailles que ça quand j'étais jeune, peut-être que j'aurais pas fait les mêmes erreurs ou j'aurais peut-être fait moins d'erreurs dans mon développement. Là, fait que si je peux influencer positivement la carrière des futurs Laurent, des futurs Valérie, ça serait vraiment valorisant pour moi. Là. Mais tout le monde n'a pas le même élan de transmettre le savoir. Ça t'honore encore une fois au même titre que tout le reste. Un bel humain, Laurent Dubreuil. Merci infiniment. Merci beaucoup. Félicitations encore. Bon repos. C'est gentil. Ça dure combien de temps, un break? Là? Quelques semaines, mais vois-tu, je suis revenu lundi soir, puis mardi matin, je me suis entraîné parce que ça me tentait. Fait que... Ah ben voilà. L'amour du sport. Bonne continuation. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Laurent Dubreuil, un grand champion d'ici au Québec. Un garçon de Lévis. Marinaro au retour, Jeffrey Viel en entrevue pour conclure la semaine, je vous le rappelle. Et beaucoup de stock d'ici là. Restez là. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, 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 ho. Va te dire une affaire, je regardais ça hier. Je suis tellement déçu de la défaite des Ducks. Je les adore, je les aime. J'ai hâte à dimanche, j'ai hâte à demain. Les Sharks, les Ducks, je fais de l'adoration quand c'est beau. Ça va être une fin de semaine extraordinaire parce qu'on va voir cette fin de semaine 3 équipes, le Canadien, les Sharks, les Ducks, oui. À qui moi j'ai prédit un minimum de 3 Coupes Stanley dans les prochains 13 ans. Un chaque minimum. Mon Dieu, tu un vois, chaque. Ça va être bien avant ça. Manque pas le billet de saison tantôt. Je te dis pourquoi. En janvier 2024, Pat Verbeek et Martin Madden ont flairé l'odeur du sang.
et ils ont décidé de battre l'horloge, ce que le Canadien se refuse à faire encore. Et j'explique pourquoi c'est pas grave que le Canadien ne l'ait pas fait, mais c'est parfait que les Ducks l'aient fait. Les Ducks avaient vraiment un coup à jouer et avaient le temps de le planifier. Ils l'ont planifié à merveille. Ouais. On va te dire plus que ça. Les Ducks s'en vont dans le carré d'as, là, ce printemps. Ils sont même allés chercher un entraîneur que lui, il est habitué à gagner des Coupes Habitué Stanley. avec ça. Carré d'as, là, Tony. Ce printemps, tu vas voir les Ducks en finale d'association, probablement contre l'Avalanche ou le Wild, le gagnant. Combien de d'agents cette duel. libres ont eu un meilleur impact sur leurs équipes que Joel Kenville? Ah, il n'y en a pas eu beaucoup. Pensez-y, hein? Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est quelque chose, hein? Il n'y en a pas eu beaucoup. Lui, il sait que c'est sa dernière chance. Il l'a saisi très, très, très bien. on et va ça voir, se passe super. M'excuse, je Ouais. vais aller ramener mon verre d'eau au sous-sol. C'est correct. On va voir Macklin Celebrini. On va voir Will Smith. Oui. On va voir en fin de semaine Michael Missa. On va voir Leo Carlson. Ouais. On va voir Cutter Gauthier. Écoute, on Mais va attends voir une minute. beaucoup de jeunes talents. William Eklund. Quel choix, quel four-pack tu prends? Beckett Seneca, Leo Carlson, Cutter Gauthier, Mason McTavish ou Nick Suzuki, Cole Caulfield, Ivan Demidov et Juraj Slavkovski? C'est chien, ça? C'est pas évident. C'est chien, je te le dis. Ça n'a C'est pas aucun évident. sens. Puis si j'ajoute Lane Hudson d'un bord puis Jackson Lacombe de l'autre, là, je fais pencher la balance en faveur du Canadien. Mais si je prends juste les 4 attaquants, C'est pas évident. si on veut être totalement honnête, Tony, on est obligé de prendre les 4 des Ducks, non? Le Léo- maillon faible des 8, c'est McTavish. Ouais. On le prendrait sur notre club demain matin. Ouais. Leo Carlson, là, c'est quelque chose. Beckett Il va être Seneca. quelque chose pendant longtemps. Beckett Seneca, Seneca, lui, qui était 19 ans. repêché 3e quand le Demidov était repêché 5e. Au niveau de la production, c'est pas mal la même pour les deux joueurs, mais Beckett Seneca a plus de buts que Demidov. Écoute, c'est quelque chose. Là, honnêtement, c'est pour ça que. Puis on, peut faire un four-pack. Là. Tu sais, Ouais. Si on s'en va, on met Celebrini avec Smith, Missa, Eklund, l'autre bord. Ouais. Là, on a 3 four-packs. On est encore plus mêlés. Là, je te dirais que de tous les 3 équipes, San Jose, Anaheim, San Jose et Montréal, c'est San Jose qui est le meilleur joueur. Aucun doute. Le meilleur de tout le groupe, parce Ouais. qu'on ne met pas Hudson dans le mix. Parce que là, on aurait un débat, mais je Ouais, pense je que comprends. Celebrini serait meilleur encore. Mais dans les dernières 20 ans, il y a des équipes qui ont gagné des Coupes Stanley. Les Blackhawks, ils en ont gagné 3. Les Bruins sont allés à 3 finales, ils ont gagné 1. Les Kings de Los Angeles ont gagné 2. L'Avalanche du Colorado, le Lightning de Tampa Bay sont allés en 3 finales, ils ont gagné 2. Les Panthers de la Floride sont allés en 3 finales, ils ont gagné les dernières 2 ans. Donc, dans les dernières 20 ans, il y a des équipes qui ont allé plusieurs fois, soit dans la finale de la Coupe Stanley ou ils ont gagné la Coupe Stanley. Et moi, dans les prochains 15-20 ans, dans les prochains même peut-être 10 ans, les équipes que je vois être parmi ces équipes-là, c'est Montréal, San Jose et Anaheim. Aucun doute. Puis moi, je vais retrancher 5 ans à ta prédiction. D'ici 8 ans, chacune des 3 équipes a gagné une Coupe Stanley. Les derniers qui vont le faire vont être les Sharks. Les premiers vont être les Ducks. Le Canadien va être les 2e à le faire. Puis je suis pas mal convaincu de mon affaire. Je te le dis, les Ducks, là, c'est incroyable comment on a bien structuré nos affaires. Ouais. On a sorti le caillou, le seul caillou qu'on avait, on l'a sorti, il s'appelait Trevor Zegras. Ça n'a pas paru, on l'a remplacé par Cutter Gauthier sur 2 transactions différentes. Ouais. C'est extraordinaire. Plus personne s'ennuie de Jamie Drysdale à Anaheim. Non. On a Cutter Gauthier. Puis Ryan Pellig devient ce qu'on a repêché en 2017 au 25e rang total. C'est vrai. Un gros bonhomme extraordinaire au centre d'un 3e trio. C'est vrai. C'est fantastique. Oui, oui, c'est vrai. Hey, Non, non, ils amènent Jeffrey Viel. Imagine, Ouais. Pellig joue avec Viel et Alex Killorn. Ouais. Bon, tu dis Viel, ben, c'est la 3e roue du carrosse, c'est vrai. Ouais. Mais tellement charrié par les 2 autres, il suit le float, puis tout va bien et Canville est content. Puis- Ils sont construits. puis c'est T'as 3 Goudas, t'as Trouba qui peuvent t'arracher la tête. C'est délirant. T'as Kreider à l'attaque, c'est pas évident de jouer contre lui. Killorn, Kreider. Killorn, il est pesant. Le gros Troy Terry, c'est intéressant aussi, là. Troy Terry, c'est un bon joueur. Tu sais, c'est un bon joueur de hockey, ce Troy gars-là. Terry, là. c'est un bon joueur de hockey. Puis, Tu sais, tu les regardes 3 ça équipes... défensivement, Jackson Lacombe, mais là, tu ajoutes John Carlson à Trouba, Goudas. Puis, Le les- jeune russe, là, que je suis jamais capable de prononcer, est sensationnel. Mintukov. Ben oui, ils ont du Les, stock. les 3 équipes, là,
ils sont aussi excitants à regarder jouer. Préconisent un jeu ouvert, sont capables de marquer 3 buts, les yeux fermés, toutes ces équipes-là. Puis en fin de semaine, on va voir l'Est contre l'Ouest. Donc, c'est pas des points directement au classement. Donc, je m'attends à un festival. Pas moi. Non, pas toi, tu t'attends. Étonnamment, là, je vais te surprendre. Moi, je pense que le Canadien va montrer un tout autre visage et ne s'aventurera plus à faire des ronds sur le lac comme ils ont fait en Californie. Parce qu'ils ont ouvert le jeu la semaine passée puis ils ont perdu les 2 matchs face à des équipes-là. Donc, ils vont montrer un différent visage. C'est possible. Il s'est marqué 10 buts par match dans 3 matchs en Californie. Ouais. On a baissé ça à 4 buts et demi par match dans 2 matchs de la semaine. Il s'est passé de quoi après ces 3 matchs-là? Il y a eu une prise de conscience collective. Signé Martin Saint-Louis qui a dit là, il reste 18-19 matchs à la saison. On se met en mode playoff. On se met en mode série. On joue beaucoup mieux. On se regroupe davantage. Et ça aide, puis ça va aider contre ces clubs-là. Je dois dire que je suis un peu surpris que c'est Dobej qui va avoir le départ demain parce que c'est lui qui a accordé 6 buts face aux Sharks la semaine passée. Pas moi, je suis pas ceci étant dit, tu dis à Dobej, écoute, t'es le numéro 1 au moment qu'on se parle, peut-être tu mérites le respect de revenir et évidemment, de te reprendre face à l'équipe qui t'a battu la semaine passée. Mais, écoute, une chose, on n'est pas surpris, c'est que les 2 gardiens de but vont jouer en fin de semaine. Si on sait que c'est Dobej samedi, c'est pas confirmé encore, mais je peux te dire qu'après le match de samedi, je m'attends à ce que Martin Saint-Louis dit que ça va être Fowler dimanche. Poursuivons sur les gardiens. Avec ces 3 organisations-là, tu as le choix pour gagner des Coupes Stanley. Fowler. T'es confortable avec Fowler ou tu préférais Askarov ou encore Dostal? Fowler. Moi, honnêtement, Dostal est vraiment le 3e sur 3. Là. Ouais. Mais Fowler-Askarov, pas capable de faire 1 mètre encore. Moi, moi j'entends qu'Askarov était offert aux Canadiens à un moment donné. Oui, on se rappelle, il y a une transaction qui a avorté et il est impliqué. Ouais. Mais moi, j'entends qu'il était offert aux Canadiens, même quand les Canadiens ont repêché Reinbacher. 5e. Intéressant. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Les Prédateurs voulaient repêcher Reinbacher. Avec le 5e choix. Je peux pas être plus en désaccord avec ça. Mais là, je peux pas en dire plus, mais je peux pas être plus en désaccord avec ça. Ah, t'es en désaccord avec ça? Ah, complètement. Ah oui? Complètement. Si les Prédateurs de Nashville avaient réclamé David Reinbacher au 5e rang total... Toi, t'aurais été surpris? Oh, il y a quelque chose que j'aurais pas compris dans toute la game. Moi, c'est quelque chose que j'avais entendu. Ça se peut. C'est possible. C'est possible parce que mes informations ne viennent pas de la direction générale de l'équipe. OK, je comprends. OK. Parfait. Donc, on a réglé les Coupes Stanley, mais en attendant, il faut jouer ces matchs de hockey-là demain et dimanche. Alex Texier, parce que là, il y a un gros débat. Là. Plusieurs disent, tu sors Texier du line-up, c'est Gallagher qui doit sortir. Je trouve qu'on fausse le débat. Puis, chemin faisant, on casse du sucre pour rien sur le dos de Gallagher. Gallagher devrait sortir si on avait un Jack Eye ici, si on avait un Ross Johnston, si on avait un Jeffrey Viel. Là, il y aurait un débat tant qu'à moi. Alex Texier n'est pas un gars de 4e trio. Comment si tu veux affronter les Ducks d'Anaheim avec Texier sur la 4 au lieu de Brendan Gallagher? Il n'y a pas de débat sur Gallagher parce qu'on n'a pas d'autres. Les 3 gars extra actuellement là, sont des gars susceptibles d'entrer dans l'alignement sur les 3 premiers trios, sauf Veleno, mais au centre de la 4. À la limite, Joe pourrait jouer à gauche de la 4, mais tu perds ton identité de papier sablé. Oui, mais ça dépend quel match tu t'envisages en fin de semaine face aux Sharks de San Jose puis les Ducks d'Anaheim. Pour moi, une chose qu'on sait, c'est que Texier peut aider le Canadien. Texier peut aider le Canadien, puis Texier peut aider le premier trio, le 2e trio, le 3e trio. Mais qui est le grand gagnant aujourd'hui? Est-ce que c'est le joueur typique de l'énergie de 4e Qui est le grand gagnant de la pratique d'aujourd'hui dont personne ne parle? Au Québec, c'est Zachary Bolduc. Parce qu'il n'y a plus de rotation avec Texier, ça veut dire que Martin aime son trio Bolduc, Doc et Evans. Pour l'instant, oui, mais c'est quand même, ça reste toujours un joueur qui est facile de retirer de la formation Bolduc. Passe un bon joueur week-end. De 2e année, il n'a pas marqué depuis un bout, mais... Passe un bon week-end. Moi aussi, là. Attention à toi, là. Jeffrey Viel en entrevue tantôt, tu veux pas manquer ça. Il y aura Philippe Boucher, il y aura Renaud Lavoie, il y aura le Rooster, il y aura le billet de saison, il y aura Dom Ducharme et Kazer et Carl Gélina au retour. On sort les beaux soutes. On est rendu au match sans lendemain à Classique mondial de baseball. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Cravate, hein? Cravate en plus. On va vous dire en affaire. Carl Gélina, Denis Casavant. Les gars,
Canada-États-Unis, c'était quoi les calvasses de chance? C'était très bon, les chances. Mais à la limite, avec les Américains champions sur le bord, le Canada deuxième, par la peur. Et Non. c'est l'inverse. Non, parce qu'en temps normal, on se dit, si le Canada termine premier du groupe A, on va affronter l'équipe deuxième du groupe B. Jamais on aurait pensé que l'Italie allait finir premier puis les Américains deuxième. Alors, c'est comme bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. T'es récompensé, t'as gagné le groupe A, puis ta récompense, c'est d'affronter les Américains en quart de finale. Ils sont tout croches. Est-ce qu'ils peuvent dire, là, ça part pour vrai, on joue de la balle? Parce que s'ils font ça, on n'est pas sur le même terrain. Là. Ben, sur papier, là, exactement, tu l'as dit, c'est pas du tout sur le même terrain. Je veux dire, il y a des gars qui s'en vont direct au temple de la renommée de l'autre bord, des joueurs les plus utiles, des deuxièmes au vote de joueurs les plus utiles. C'est une Les équipe autres aussi, paxée, mais c'est une de équipe baseball d'étoiles. Québec. mais c'est ça, mais tout peut arriver l'instant d'un match. Pour le Canada, il suffit de jouer un match quasi parfait, propre, puis limiter les dégâts là, ou les grosses manches, si on veut. Puis il faudrait que quelques gros canons du Canada se réveillent aussi, là, qui ont été silencieux là, pendant la première ronde. Je me suis amusé tantôt. J'ai sorti la calculatrice avec la formation partante des Américains ce soir. Là, les 9 frappeurs et le lanceur. C'est 165 millions de masse salariale pour les 10 joueurs de la As-tu formation réussi à partante. trouver la paye de toi les gars du Canada? Après moi, il y en a une couple que t'as pas trouvé à moins des... Non, c'est ça. Il y a des gars, j'ai pas eu le contrat des ligues mineures. Puis je sais pas combien Philippe Aumont fait sur sa ferme à Gatineau. Fait qu'on n'est pas dans le même bracket que les Américains. Ouais, d'après moi, Judge gagne plus que toute la bunch sur notre Oui, bord. je pense C'est que oui. probablement 2 fois plus. Non, mais c'est ça, par exemple. C'est ça la beauté d'un match. Ah, c'est on magnifique. le voit dans ce genre de tournoi. Mais c'est la beauté de ce tournoi-là, si tu veux, mon ami. Exactement. Et tu sais, je pense que la clé pour le Canada ce soir, c'est de ne pas se faire sortir du match après 3 manches. Si Michael Soroka peut garder l'équipe dans le Tu match, es capable de faire ça, lui? ben, c'est un lanceur d'expérience des ligues majeures au moins. Tu sais, c'est un lanceur qui a déjà lancé dans les majeures, qui a eu du succès. Alors, je pense que Soroka ne sera pas intimidé, même si c'est un rôle des frappeurs assez impressionnant. Là, c'est une équipe d'étoiles du côté des Américains. Mais si on garde le match serré, au fur et à mesure que le match avance, si c'est un pointage serré, la pression va du côté des Américains. Parce que là, on joue devant un public qui devrait être pro-américain ce soir à Houston, Ben, solide. en temps normal. Alors, je pense que la pression s'en va du côté des Américains si c'est un match serré, rendu en 7e, 8e, 9e manche. Canada a joué ça cute d'un pamplemousse. Là. Pamplemousse, c'est en Porto Rico, c'est-à-dire pas un maudit chat, un drôle de faux gazon. 4 diamonds au lieu de rien qu'un. Tu comprends rien là-dedans. Ouais, puis Puis là- tu sais quoi, ça? Honnêtement, j'aime tout de ça, sauf le terrain de Porto Rico. Plus lettre que ça, c'est moins. Et- Ça se peut pas. Et je pense que j'ai hâte de voir ce soir parce que la balle ne voyageait Ouais. pas non plus à Porto Rico. C'est ça. À chaque fois qu'on soulevait un ballon, ça s'arrêtait là, surtout au champ gauche. On a frappé seulement 2 circuits du côté du Canada. On a-tu vraiment de la puissance? Je pense que oui. Je Oui, pense oui. qu'il y a des Plus- frappeurs de puissance. Plus que qu'est-ce qu'on a démontré Ouais. pendant le tournoi à la ronde. Naylor, O'Neill n'ont pas encore produit la longue balle. Puis la seconde qu'on levait une balle un peu au champ gauche, ça allait nulle part. Là, est-ce que les Américains peuvent se dire c'est les Canadiens puis on va leur en maudire une? Ça peut-tu être ça, on the top of that? Tu sais, parce qu'on a vécu aux Jeux olympiques, finale de hockey masculin, finale de hockey féminine, est-ce qu'on va amener ça? Est-ce qu'on va essayer de se servir de ça comme levier? Ou si les Américains sont vraiment dans un petit garden party au milieu de Serge Laprade, Michel Richard... Moi, je puis un pense que les cocktail? Canadiens ont intérêt à se servir de ça en voulant dire, ben vous nous avez battus à notre sport, ben nous, on va vous battre à votre sport, qui est le baseball. Puis, comme on disait, tu sais, tout peut... moi, je suis un rêveur, là, je suis positif Ça dans tout ça. s'entend. J'espère qu'on va avoir un match, mais je veux dire, tout peut arriver l'instant de 27 retraits si tu joues de la bonne manière, puis tu exécutes les petits détails, puis surtout que tu profites des peu d'occasions qu'ils risquent d'avoir. Si la logique est respectée, diriez-vous, États-Unis, Japon, République dominicaine et qui l'eût cru, Italie aux demi-finales? Oui, parce que l'Italie joue contre Porto Rico en quart de finale. Alors, c'est un affrontement qu'ils peuvent gagner. Mais si les Américains gagnent ce soir, ou l'équipe qui gagne ce soir, va affronter probablement la République dominicaine en demi-finale. Ça va être ça le gros match. On n'est pas sorti. C'est un gros match ce soir, mais le prochain va être aussi gros aussi. Bon week-end de balle, les gars. Ouais. Merci. La première demi-finale est dimanche, à heure de grande écoute, à 20h, je le rappelle. Salut, bon match ce soir, c'est à 20h, Canada-États-Unis. Salut, les gars. On Salut. s'arrête. Je l'ai dit 3 fois. Hein? C'est ça. Salut, les gars. On s'arrête en pause. Au retour, le billet de saison. Tu veux pas manquer ça. Le coach, Dominique Ducharme. S'en viennent le Rooster, Renaud, Phil Boucher.
Le Canadien et les Ducks d'Anaheim semblent unis dans un destin commun, celui de réussir une reconstruction et devenir une puissance de la Ligue nationale pour plusieurs saisons. L'an dernier, la similitude entre les deux formations était frappante. Les comparables arrivaient tout seuls, même si on ne regarde jamais les Ducks parce qu'ils jouent loin, 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 tard dans l'Ouest. Hélas, et en dépit d'un objectif identique, ben c'est pas mal moins vrai ce qu'on disait il y a un an, cette année. Contrairement aux tricolores, les Ducks sont passés en deuxième vitesse pendant que le CH reste collé à son plan. Les Canards ont fait des acquisitions notables afin d'ajouter de l'expérience et de la robustesse autour de leurs jeunes talents. Mason McTavish, Beckett Seneca, Leo Carlson sont brillants et âgés seulement de 23, 20 et 21 ans. Avec eux se trouvait un caillou dans le patin nommé Trevor Zegras. Incorrigible, ce dernier ne cadrait pas dans la philosophie du directeur général. En janvier 2024, les Ducks ont d'abord cédé le jeune défenseur droitier Jamie Drysdale aux Flyers de Philadelphie en retour du prometteur centre Cutter Gauthier qui refusait de porter les couleurs des Flyers. Puis, en juin dernier, lors du repêchage amateur, les Ducks ont récidivé avec Philadelphie, troquant cette fois Trevor Zegras en retour de Ryan Poehling et de choix de deuxième et quatrième tour. Gauthier est tout de suite devenu un incontournable de la foire aux jeunes attaquants californiens, alors que Poehling s'est établi comme le centre de troisième trio parfait que le Canadien avait vu en lui au moment de le réclamer au 25e rang total au premier tour en 2017. Le quatuor Gauthier, McTavish, Seneca et Carlson s'apparente beaucoup à celui de Suzuki, Caulfield, Slavkovski et Demidov. La nuance, c'est que les fringants attaquants des Ducks peuvent patiner la tête entre les deux jambes sans peur de se faire frapper violemment. Les adversaires d'Anaheim savent très bien qu'ils vont devoir répondre tantôt de Jeffrey Viel ou de Ross Johnston, pour n'en nommer que deux. Ajoutez que les meilleurs éléments des adversaires des Ducks peuvent se faire arracher la tête à tout moment par Radko Gudas ou Jacob Trouba, et vous savez qu'en affrontant Anaheim, vous vous mesurez à un club dur à jouer contre. Pat Verbeek a compris qu'en entourant ses meilleurs éléments de garde du corps bienveillants, il serait mieux outillé pour les guerres à mener en séries éliminatoires. C'est un coin qu'ont jusqu'ici refusé de tourner Jeff Gorton et Kent Hughes, à l'instar de celui des bons vétérans de profondeur tels que Michael Granlund, Chris Kreider, Alex Killorn et John Carlson, ajoutés il y a une semaine à peine à la date limite. Depuis 2 ans, sous les excellents conseils de son bras droit Martin Madden fils, Verbeek a fait passer son grand plan de reconstruction à vitesse supérieure. Son club est aujourd'hui au sommet de la section Pacifique. Il n'y a plus personne qui pense que les Ducks vont rater leur adhésion aux séries éliminatoires dans un mois. Est-ce qu'ils y feront du dommage pour reprendre la formule éprouvée et à succès de Marc Bergevin en 2021? Chose certaine, ils ont un alignement pour y parvenir et ils bénéficient de la conjoncture. Verbeek et Madden ont flairé l'odeur du sang. Ils savent que la formule des séries avantage les meilleures équipes de la section Pacifique car elle permet d'éviter le ressortissant de la puissante section centrale, du moins jusqu'en finale d'association. Des fois, il faut comprendre pourquoi les clubs de cette section-là, qui reluquent de premier rang, pèsent sur le gaz pour l'atteindre. Il y a une raison évidente qui se cache derrière ça. Lors des 3 derniers printemps, ce sont les champions de la Pacifique qui ont atteint la grande finale. Chaque fois contre un champion de la centrale diminué de séries essoufflantes lors des 2 premiers tours. En 24-25, Dallas s'est fait attendrir solide par Colorado avant de se faire sortir par les Oilers dans le carré d'as. Alors qu'en 2023, l'Avalanche a pulvérisé les Oilers en 4 matchs, suivant des gains sans péril en 6 contre Saint-Louis et en 4 pour un balayage contre Nashville. Voyez, là, pas de Colorado d'impact, pas rien. Saint-Louis-Nashville, t'arrives contre Edmonton, boum, 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 terminé en 4. Autrement dit, Anaheim comprend qu'il y a une opportunité qui est beaucoup moins évidente en contrepartie pour le Canadien, qui évolue dans la division la plus relevée de la Ligue nationale.
Il y avait un coup à jouer dans l'Est cette année, c'est vrai. Mais on l'a su à la perte de Sacha Barkov par les Panthères en octobre. Il aurait fallu à Gorton Hughes trop d'improvisation ou de gestes plus irréfléchis ou plus de panique, ce qui n'est pas dans les us et coutumes de la maison actuelle. La résultante est que les Ducks et le CH se destinaient à se mesurer peut-être en grande finale de la Coupe autour du printemps 28 ou du printemps 29, mais qu'Anaheim a battu l'horloge et est désormais pas mal plus proche d'un carré d'as, d'une finale et probablement même d'une conquête de la Coupe Stanley que le Canadien. Avec Dominique Ducharme, ce soir, comment ça va, le Dom? Ça va bien, JC, toi? Très bien. Ça va toujours bien au lendemain d'un gros W. 6-2 contre les Pingouins hier soir. Dirais-tu que celle-là a fait du bien? Oui, ça fait du bien parce que depuis les Olympiques, le retour, c'est plus, tu sais, c'est plus dur. On avait beaucoup de joueurs olympiques. Je ne sais pas si c'est un impact à ça, mais on un peu plus en dents de scie, donc notre défaite à Dallas 2-1, on a bien joué, mais pas réussi à aller chercher la victoire. Mais hier soir, c'était solide, donc on s'en va dans la bonne direction. Puis l'important, c'est de finir fort pour arriver bien se classer pour les séries, mais arriver surtout avec un momentum. Comment t'expliques les difficultés en attaque, Dom? Non, mais comme je l'ai dit, je pense d'avoir beaucoup de joueurs là, qui étaient aux Olympiques. Je pense que on avait 5 qui jouaient en finale. Puis je pense que ça a été émotif, c'est le voyagement, c'était de partir d'un événement comme celui-là. Puis c'est quasiment une finale de la Coupe Stanley, si on veut dire, où tu perds ou tu gagnes. Et puis le lendemain, il faut que tu retombes dans un mode de saison. Donc émotivement, je pense que c'est un défi pour les joueurs, ça. Puis peut-être qu'on a été affecté par ça. C'est peut-être que je me trompe aussi, mais pour avoir vécu d'autres événements là, qui sont pas peut-être aussi grands que les Jeux olympiques, j'ai toujours un peu senti ça sur les joueurs qui revenaient d'un événement comme celui-là. Puis c'est un peu notre cas. Je pense qu'on a passé à travers ça. Là. Toi qui as le pouls de la chambre, là, comment ça se recolle et se reconnecte 2 ennemis jurés aux Olympiques, comme exemple Mark Stone et Jack Eichel? Tu sais, les gars, ça fait longtemps qu'ils sont coéquipiers ensemble. Ils se connaissent bien. Fait que c'est certain que tout le monde, quand ils sont arrivés en finale, ils veulent gagner, c'est sûr. Hein, ils veulent partir avec l'or, mais je suis certain que Stone était... tant qu'à perdre, il y a mieux voir Jack avec une médaille d'or que quelqu'un d'autre, parce qu'ils sont quand même amis, mais c'est certain qu'il n'y a pas personne qui aime perdre. Donc, non, c'est toute cette gamme-là d'émotions aussi, de gagner puis de perdre dans un moment important, puis se recharger émotivement puis mentalement pour revenir en saison. Fait que c'est plus ça que des conflits. Ça, c'est pas des conflits, mais c'est plus cette charge émotive-là, je pense, que tu dois passer à travers. Parle-moi de l'importance des 3 prochains matchs à domicile, parce que j'en parlais au biais de saison. Vous êtes dans la Pacifique et tous les clubs sont bons dans la Ligue nationale, mais à l'équilibre des forces, c'est peut-être la section la plus faible. Là, vous faites votre bout pour la tirer vers le haut, cela dit, mais c'est important de gagner le titre de la Pacifique pour éviter les gros clubs de la centrale dans la première ronde, notamment, là, ou plutôt dans une des 2 premières rondes. Donc, il ne faut pas, idéalement, finir parmi les équipes repêchées. Et si on est capable de gagner le titre de la section, souvent, le club qui gagne le titre de la section s'en va en finale de la Coupe Stanley dans les dernières années, Dom. Oui, écoute, c'est une saison qui est bizarre dans notre division. On dirait que ça joue un peu à qui perd gagne. Il y a personne qui se sépare vraiment. Puis on a eu des occasions, puis on n'en a pas profité. Mais
écoute, c'est certain qu'on veut prendre la meilleure place possible pour les séries. Puis, une fois rendu là, c'est de jouer ton meilleur hockey. Donc, ouais, c'est important les 3 prochains matchs, mais il en reste 16. Et puis, faut les prendre justement par étapes comme ça. Fait qu'on a 3. On a 3 à la maison qui nous restent. On a joué 1 hier, donc il nous en reste 3. Puis après, on s'en va sur la route pour 3 autres. Donc ça va être un autre défi différent, mais il faut vraiment comme découper les 5 derniers matchs en petits secteurs, en petits morceaux comme ça pour garder notre focus à vraiment pas regarder trop loin, mais s'assurer qu'à chaque soir, on fait du bon travail. Depuis quelques années, des clubs comme Anaheim et San Jose, tu as des proies plus prenables, plus faciles. Sens-tu que c'est l'émergence? Là, on voit les jeunes joueurs de talent dans ces clubs-là, ça fait peur, Dom. Ouais, mais on le voyait venir quand même, là, du côté d'Anaheim, puis de voir juste la façon que Celebrini, le mec qui se comportait l'année passée, mais déjà à partir du camp d'entraînement, tu voyais qu'il avait pris un autre niveau. Fait que c'est 2 équipes qui s'en vont dans la bonne direction, c'est certain. Ça va être un défi, un challenge dans notre division là, pour plusieurs années de jouer ces équipes-là. Donc, c'est bon de voir la parité, puis de revoir ces clubs-là être compétitifs comme ça. Donc, ça amène beaucoup de choses intéressantes. Et Nick Roy qui se ramène à Colorado, donc il revient dans l'Ouest. Écoute, ça va être bon jusqu'à la fin, même en série. Bon séjour à domicile, Dom. Merci infiniment, puis on se reparle très bientôt. OK, merci, JC. À bientôt. Salut le coach. On s'arrête en pause. Je vous rappelle que Jeffrey Viel, des Ducks, affronte le Canadien devant sa famille dimanche. Termine la semaine en entrevue avec nous, tu veux pas manquer ça. Il y aura Philippe Renaud au retour de la pause, mais pas avant le Roos is on fire, Antoine Roussel. Le Rooster is on fire. Comment ça va, mon Antoine? Salut Jean-Charles, ça va extrêmement bien. Écoute, c'est vendredi à la Casa des Roussel. On est ben de bonne humeur et écoute, le printemps s'en vient. Il faisait beau soleil à Chicoutimi. Écoute, c'était sensationnel. On va te dire une affaire. Jean-Charles, je me suis même sorti une petite chaise de camping. Puis j'ai pris un bain de soleil pendant 10 minutes. Écoute, ça m'a ressourcé, revigoré. Écoute, magnifique. Comme tous les roux qui prennent un bain de soleil, c'est écrit dans ta face. Je l'aurais deviné. J'allais te demander si tu as passé l'après-midi dans le bois à reconnecter des hausses d'eau d'érable qui avaient lâché ou qui avaient été bouffées par les écureuils. Ouais, on est infesté d'écureuils ces temps-ci, mais écoute, non, là, c'était pas la cabane, ça ne coule pas encore. On anticipe là, vraiment la semaine prochaine, mais tu sais bien que nous autres au Saguenay, on est toujours un petit peu en retard. Donc, écoute, c'est ça qui est ça. On est patient puis on attend le jour J avec grande hâte. Radko Gudas ramasse Austin Matthews hier. Il n'y a pas de réaction. Comme ancien joueur qui était là pour défendre toujours tes coéquipiers, qui comprenait l'importance de ce genre d'action-là dans un match et surtout l'importance de la réaction à y apporter, comment t'as vécu ça en regardant ça hier soir? Non, mais regarde-moi ça, cette gang d'individus, cette gang de joueurs qui ne sont pas une équipe. Moi, en fait, quand tu regardes Toronto, la semaine passée, ils ont joué contre le Canadien. Puis on s'entend, là, c'était les meilleurs joueurs, c'était les gars des Marlies. Et écoute, il n'y avait aucune vie dans ce match-là. Et les Canadiens les ont ils ont marché dans ce match-là assez facilement. Et écoute, il n'y avait même pas de compétition. Ce que ce match-là nous a montré, on le voit exactement dans cette action-là. On voit une équipe qui n'est pas une équipe. On voit une gang d'individus qui portent tous le même chandail, qui ne devraient pas le porter. Je le sais bien que, écoute, il y a plusieurs joueurs qui ont dit, ils ont fait leur mea culpa, en disant, écoute, c'est de ma faute, je prends le blâme pour ça. Mais écoute, le mal y est fait. Moi, je veux voir des joueurs qui répondent présents quand la cloche elle sonne. Ça, la cloche elle a sonné pas rien qu'une fois. Ça aurait dû être tout le match après.
t'aurais ciblé d'autres coéquipiers. On a juste tendu la joue, accepté. Écoute, quand tu joues dans la Ligue nationale, tu peux tout simplement pas accepter ce genre d'attitude. Écoute, on voit comment les Panthers ont gagné la Coupe Stanley. Si t'as pas ce genre d'attitude-là dans ton équipe, puis tu peux avoir une équipe talentueuse avec des joueurs qui ont ce type de tempérament-là, ça se fait, ça se voit, ça se gagne des Coupes Stanley. Écoute, puis pour ceux qui disent ouais, mais tout le monde n'a pas des Banette, des Kachuk dans leur équipe, c'est vrai. Mais écoute, Tampa Bay, ils en ont pas une gagne non plus, là. Mais quand ils ont gagné la Coupe Stanley, les Stamkos, les Points, puis tout le reste de l'équipe, mettez l'épaule à la roue et ça fait toute la différence. Donc, quand t'es pas prêt à faire ce genre de sacrifice-là et de jouer en tant qu'équipe, ben ça ressemble à ça, puis t'es dernier au classement. Donc, ou t'es dans la dernière sphère du classement et ça ne fait envie à personne. Et moi, j'ai trouvé ça aussi dommageable parce que je me pose la question, tu sais, il est aussi aimé que ça, Auston Matthews. C'est ta personne qui vient te défendre souvent, là, puis pour avoir joué dans des équipes où des fois, s'il arrive ce genre d'attitude-là, faut vraiment que le gars soit pas aimé pour qu'il ait pas ce genre d'attitude-là. Fait que moi, c'est la question que je me pose quand j'ai vu ça. Puis il peut bien avoir des gars de talent. Puis Rako Goudas, là, pour tout le monde qui regarde les matchs de la Ligue nationale, faut que tu sois au courant que ce gars-là, il jette jamais les gants s'il sait pas qu'il va gagner le combat. Jamais, je l'ai vu. Écoute, j'ai joué contre. Jamais je l'ai vu jeter les gants quand il y a des agitateurs ou des bagarreurs qui étaient sur la glace pour se battre avec. Jamais il l'a fait. Mais on le voit se battre ici et là quand il sait qu'il va gagner le combat. Écoute, moi, je n'ai aucun respect pour ce joueur-là. Puis, figure-toi que Amber Xhekaj, dans ses déclarations, écoute, a déjà hâte de mettre les mains dessus. J'ai tellement hâte de voir le Canadien le mettre dans l'alignement pour que, écoute, on laisse aux Canadiens faire la monnaie courante aux Leafs, chose qu'ils ne sont pas capables de faire eux autres mêmes. Ouais, ça m'étonnerait, remarque, mais je pense qu'à Toronto, on se magasine tout un ménage. Je vais t'envoyer une curveball. Et si les Leafs disaient, on va nommer Marc Bergevin, ça devrait bien aller parce que il va s'assurer de finir devant le Canadien. Le fun qu'on aurait. Écoute, je le sais pas, mais écoute, Marc Bergevin aurait peut-être la tendance à vouloir faire un échange favorable aux Canadiens. Quand t'as le logo du CH tatoué sur le corps, écoute, tu l'as toujours. Mais ouais. Jean-Charles, je voudrais te présenter une vidéo. Je pense que les gars en régie l'ont. C'est la vidéo de Buffalo et de Zach Benson. Je veux juste, tu vois cette séquence-là parce que ça, on a parlé de Toronto, à quel point c'est pas une équipe. Regarde-moi ça, le petit Benson, le numéro 6. Ben écoute, oui. Regarde-moi ça. Hey, il est pas gros, Benson, là. Il 5 fait pieds 10. 5 pieds 10 tout mouillé. Mais regarde-moi ça. 5 pieds 10 tout mouillé. Il s'est pas posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est une équipe qui, en ce moment, se bâtit une réputation d'être très difficile à affronter. D'ailleurs, Orlov loge à la même enseigne que Goudas. Mais écoute, ça, c'est un autre débat. Mais ce que Zach Benson a fait à ce moment-là, j'ai tellement aimé sa réaction. Je l'ai écouté live, ce match-là, et je l'ai adoré parce que c'est ça que tu veux de tes joueurs de talent. Que le moment donné, se pose pas de questions. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais tu veux pas que tes gars de talent, ils soient... Non. Tes gars de talent, faut qu'ils soient impliqués autant que le reste. Puis que quand il y a des affaires plus lourdes à régler, tu les laisses à des gars comme Amber Xhekaj ou à cette trolley de joueurs-là. Mais quand la température augmente dans un match, il faut que tu répondes présent. Parce que c'est les gars qui jouent le plus. Si tes joueurs ne sont pas capables de répondre à l'appel, oublie ça, tu gagneras jamais une Coupe Stanley. Écoute, le résultat à Toronto, c'est que tu as eu 10 ans de série, tu as eu de la misère à passer la première ronde, de la misère à passer la deuxième ronde, tu n'as jamais gagné de Coupe Stanley. Quand tu regardes ça, Jean-Charles, faut que tu apprennes des erreurs des autres. Le message est fait. Et la fenêtre est carrément refermée à Toronto, refermée alors qu'elle s'ouvre toute grande dans plein d'autres marchés de la Ligue nationale. On t'écoute demain avec toute l'équipe pour notre match du Canadien contre les Sharks et l'extraordinaire Celebrini. Merci pour le petit break, Antoine, et à la semaine prochaine. OK, mon cher Renaud, à la mise en échec, comment ça va? Ça va bien, toujours beaucoup de difficultés à comprendre la réaction des joueurs des Maple Leafs hier, mon cher Jean-Charles.
Je me frottais les mains d'aise. J'ai dit, je pense qu'on va avoir une bonne mise en échec ce soir. Du genre contraire à ce qui s'est passé hier. Mais ces Tabaslac-là gagnent le match, par exemple, à la fin de la soirée. Tu sais, c'est ça qui me renverse le plus dans toute la patente. Pas d'affaire à gagner ça. Se sont fait sermonner. Et quand tu te fais sermonner, ben c'est sûr que tu es obligé de réagir. Là. Parce que quelqu'un, à quelque part, qui a dit ça n'a pas de bon sens de voir un capitaine comme ça sur la glace avec personne qui réagit. J'imaginais 2 petites secondes la même chose arriver à Nick Suzuki et la réaction des joueurs des Canadiens. Aïe, aïe, aïe. Ce serait épouvantable, la réaction des joueurs des Canadiens. Quand je dis épouvantable, c'est qu'on s'en prendrait sérieusement au joueur qui a commis cette infraction avant qu'il soit chassé. Puis, ça me rappelle toujours Sam Montembeault, mon cher Jean-Charles, quand il s'est frappé contre les Oilers. Aïe, aïe, aïe. On a fait le ménage par la suite. On a épuré. C'est important d'épurer à un certain moment puis de dire c'est pas comme ça que nous autres on va continuer nos prochaines saisons puis de la reconstruction. J'espère que du côté des Maple Leafs de Toronto, parce que là on voit les images de Sam là. J'espère que du côté des Maple Leafs, on va commencer justement à faire tout un ménage là. Il y a des joueurs qui n'ont plus leur place en raison de leur non-réaction suite à ce qui s'est passé hier. Tu veux mon avis? Et j'ajouterais, il y en a un qui a pris le blanc, là, qui s'appelle Morgan Riley, là. Je comprends qu'il l'a fait devant les médias après, là, mais sorry, buddy. Si c'est ça ta réaction, désolé, mais... Ah non, mais... Ça n'a pas besoin de toi, là. Puis, tu sais, je comprends, notre ami Lapedzette était là, puis je comprends qu'il n'était pas sa glace, là. Mais non. Puis il a eu son combat hier. Il est quand même assez bien fait, parce que au départ, je vois, d'après moi, il est dans le trouble. Je pensais qu'elle allait se faire knocker. Mais à chaque fois que Pezzetta a droppé, je pensais qu'elle allait se faire knocker. Oui, j'ai jamais eu bien confiance en Lapedzette au bout du point. Par ailleurs, un bon gars, disait-on en cœur, là, heureusement, il fallait bien qu'il y ait des qualités quelque part. Il est parti, n'en parlons plus. Mais c'est effectivement atroce et c'est symptomatique. Et tu sais, à la haute direction de Maple Leaf Sports and Entertainment, on veut gagner à la banque. Et on gagne à la banque. Il y a encore des listes d'attente. On augmente à chaque année le prix du billet, qui est déjà le plus cher de la Ligue nationale, au prorata du dollar canadien versus le dollar américain. Les prix des commandites augmentent. Ça attend en file pour en avoir. Les billets de saison se cèdent par héritage devant le notaire, Renaud. Il y a les Giants de New York, les Bears de Chicago qui font ça au football. Puis les Cowboys de Dallas. Puis ça se fait à Montréal puis à Toronto au hockey. Dernière Coupe Stanley, 1967. Fenêtre d'opportunité complètement refermée. Plus aucun danger de ce côté-là. Et Brad Treliving est toujours en poste, malgré une gestion absolument désastreuse du dossier Mitchell Marner, qui aurait jamais dû quitter Toronto. Mais non. Mais d'une manière ou d'une autre, tout ça va s'arranger et se régler à la fin de la saison. Puis pour revenir à 1967, il y a à peu près 10 ans de ça, j'atterris à Toronto évidemment, je suis dans l'avion. Le pilote de dire « Bienvenue à Toronto, home of the 1967 Stanley Cup. » La maison de la Coupe Stanley de 1967, l'avion s'est mis à rire. Là. Tout le monde pleurait. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, le fameux conte satirique, tant de jours depuis la dernière conquête de la Coupe Stanley, et là, ils ont ajouté tant de jours depuis la défaite contre le chauffeur de la Zamboni. Tu te rappelles de ça? Il embarque dans le net les Hurricanes, puis il gagne la game. Arrête ça. Le gars, il chauffe la Zamboni. Il est plus gros que moi, Renaud. Ça n'a pas de bon sens. Il chauffe la Zamboni, embarque dans le net et gagne la game. C'est pas possible. Pas possible. Mais, tu sais, hey, permets-moi d'en rire. Pas moi qui va brailler sur le sort des Leafs, là. Non, personne ne va le faire. C'est juste que, tu sais, des fois, il faut un événement pour qu'en plein jour, là, tu aies la réponse à toutes tes questions, là, qu'il n'y ait plus de spéculation sur ce qui se passe vraiment dans cette organisation. Bien, hier, Radko Gudas, avec ce genou à genou, a révélé au reste du monde quel genre d'équipe c'était. Absolument. Absolument. OK. Lui, il a quand même sorti Sidney Crosby et Austin Matthews dans le même mois, là, en moins d'un mois. Faut le faire pareil. Là. Mais c'est Radko Gudas. Ben, on le connaît comme ça. On le connaît comme ça. Et va te dire en affaire,
quel travail de Pat Verbeek et de celui dont personne ne veut parler, là, Martin Madden, fils, qui est comme les deux doigts de la main avec Verbeek, qui est de très, très bons conseils. Martin. Il est comme le vrai DG. C'est le DG fantôme de l'équipe. Il cale bien des shots. Il a l'oreille de Verbeek. Tu sais, ça a commencé en janvier 2024. Ça a commencé il y a 25 mois, les Ducks, là, avec la transaction Cutter Gauthier qui ne jouait pas dans la Ligue contre Jamie Drysdale qui arrivait dans la Ligue. On commençait avec ça. Après ça, avec le même GM, on réussit à passer Zegras qui était le caillou dans le patin. Puis on ramasse en retour Ryan Pellig qu'on a repêché en 2017 à Montréal en disant quel bon centre de troisième trio potentiel. C'est exactement ce qu'il fait à Anaheim. 2 choix de repêchage avec. Ben oui. Il vient de lui donner une prolongation de contrat, imagine. On va chercher Trouba, on va chercher Kreider, on va chercher Goudas, puis là, on vient d'aller chercher John Carlson vendredi passé. On a entouré nos jeunes joueurs. On s'est pas trompé. Dans le fond, quand tu regardes les jeunes attaquants de 23 et moins, t'enlèves Zegras puis tu remplaces par Cutter Gauthier. Y a-tu quelqu'un qui veut faire cette transaction-là à l'inverse à Anaheim? Non, tout va bien. Tout va bien. Fait que ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il y a 1 an et demi, il était nez à nez avec le Canadien en disant ils vont se pogner en finale de la Coupe dans 4-5 ans. Mais eux, ils jouent dans la pire section de la Ligue, puis ils le savent. Ils ont pesé sur le gaz. Nous autres, on prend notre temps, puis tout va arriver à point. Fait que c'est pas contre le Canadien. Mais les Ducks ont flairé l'odeur du sang. Il y a un coup à jouer dans le Pacifique. Qu'est-ce que tu veux? Puis ils vont le jouer. Check les bandits. Moi, je te le dis, Renaud, tu vas les couvrir en carré d'as cette année. Oh! Écoute-moi bien. Tu l'as reçu ici, mon ami, et si tu vas voir sur tes sites de référence, tu vas voir que c'est plutôt intéressant. Plutôt intéressant comme pari. Bon, je l'ai dit. C'est ça. Parfait. Les Sharks vont être dangereux demain? Attends, non. Avant de te parler de ça, je veux te parler d'autre chose. Parfait. Comment je t'ai laissé hier? Bien, t'as pris l'habitude de me poser des questions. Moi, honnêtement, j'haïs pas ça. Bon, là, je t'ai dit, Jean-Charles, je veux te parler de quelque chose. Je veux te poser une question, mais je te la poserai pas ce soir. Là, je te la pose ce soir. OK? Hier, là, il y a quelque chose qui m'a frappé d'en face au lendemain du match Canadien-Sénateur. Puis là, je me suis dit, crème, on va la poser, la question. Aujourd'hui, là, 14... On est le 14 ou le 13? Non, on est hélas le 13. Rappelle-moi-le pas. J'haïs les 13. Vendredi 13. Bon, vendredi 13. T'es épouvantable. Sauf que t'aimes Cole Caulfield. Bon. Oui. Qui tu prendrais aujourd'hui dans ta formation? OK, mettons, là, tu dis, moi, là, pour que je prenne un de ces 2 joueurs-là pour faire avancer ma formation. Et là, il faut presque que tu te dises qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. OK? Et tu prends entre Nick Suzuki et Brady Tkachuk. C'est chien, mais... Non, c'est pas chien. C'est chien, mais pas longtemps. Nick Suzuki, sur un principe, un joueur de centre. Oui. OK, mais d'abord, je vais te besoin d'un poser centre. d'une autre façon. J'ai besoin d'un centre. Mais ce sont 2 joueurs différents, j'en conviens, styles différents. Oui. Mais aujourd'hui, d'abord, je te pose une autre question. Qui est meilleur que l'autre? Ben, Suzuki, à l'évidence. Je pense que oui, moi aussi. Mais Ben oui. cette conversation-là, il n'y a pas longtemps, là, on aurait tous parlé de Brady Tkachuk. Il y a même peut-être 2 ans, on aurait dit Brady Tkachuk. 3 ans, Brady Tkachuk. Brady Tkachuk, là, on aurait parlé de lui, là, beaucoup. On va aller voir les statistiques, Jean-Charles, si tu me permets. Regarde, là, ça, c'est le comparatif des 2 joueurs, là. Brady a joué une 40aine de matchs de suite de plus. Je comprends que ce sont des styles différents. Tout le monde est d'accord avec ça, OK? Regarde le nombre en série, le nombre de points de matchs en série, etc. C'est que mon point est le suivant. Mon impression, c'est que la progression de Nick Suzuki, le plafond n'est pas encore atteint. T'as raison. OK? T'as raison. Quand je regarde la progression de Brady Tkachuk, il a plafonné dans mon esprit. Il a plafonné, je ne veux pas dire unidimensionnel parce que c'est vraiment pas le fun de parler comme ça. C'est un capitaine, c'est un gars qui a un impact sur une glace, qui a pas peur de personne sur la patinoire. Il a un rôle très, très différent de celui de Nick Suzuki. Mais ce qu'on voit présentement de Brady Tkachuk,
ça peut pas être plus que ça. Alors que dans le cas de Nick Suzuki, moi, je m'attends à encore plus dans son cas. Je vais te dire en affaire, je suis d'accord avec toi, mais watch out quand Tkachuk, cet été, au repêchage, va aboutir à Saint-Louis ou dans une autre ville américaine. Moi, je pense qu'il va se remettre en marche, mais Suzuki va toujours être meilleur. C'est un centre, puis s'il y a plus de talent. Mais imagine, là, si la science du repêchage est un jeu d'erreur, là, mais il y en a des pires que d'autres. Imagine qu'on pourrait avoir les deux, parce que je vais te dire une chose. Tkachuk va avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire quitter Ottawa puis aller jouer aux États-Unis. Mais si le Canadien l'avait choisi à la place de Jesperi Kotkaniemi, à Montréal, tu restes là. Tu comprends? Ce que je veux dire par là, dans bien des marchés, son frère à Calgary, non, je vais aller jouer aux États-Unis. Lui, à Ottawa, non, je vais aller jouer aux États-Unis. Mais Brady Tkachuk, son père, il aurait dit, Armand, hein, viens ici. Le Canadien de Montréal, là, c'est important dans la vie. T'es là, tu restes là. Comme Cole Caulfield. T'as pas un Américain ici qui veut aller jouer ailleurs, hein? Pas un. Ni Hudson, ni Caulfield, aucun autre. Ni Fowler. Mais ça, c'est l'effet du Canadien. Alors, imagine si on avait deux. Imagine si on avait deux. Imagine Tkachuk avec Suzuki et Caulfield. Puis Slav avec Demidov et bientôt Age. Aïe. Ça ne fait pas de Brady Tkachuk un mauvais joueur. Loin de là. Loin de là. Mais mon argument est quand même, mettons, aujourd'hui, j'ai un club de hockey à partir, puis je veux dire, je pars avec Nick. Ben oui. Je pars avec Nick. Ben oui. C'est évident. Pour moi, là, c'est aussi vrai que si j'ai un club et j'ai le choix dans tout le monde, je prends McKinnon avant McDavid. Je le sais, je me fais tirer des roches à chaque fois. Moi, je pars avec Nathan McKinnon avant Connor McDavid. D'accord, moi aussi, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. On va prendre le train. On va prendre le train plus que le TGV. Le TGV, s'il quitte les rails, il s'envole. Le train, s'il quitte les rails, il va te frapper fort. Tu comprends? En tout cas, je me comprends. Fait que les Sharks, dangereux demain? Bon, oui, parce qu'ils ont fait les Sharks hier à Boston, ce que personne n'avait fait depuis le mois de décembre. Gagner un match à Boston en étant l'équipe visiteur. Écoute, ça a été une rencontre sensationnelle, Jean-Charles, où on a vu du talent à l'état pur. On a étourdi les joueurs des Bruins. Complètement étourdi, marquant des avantages numériques. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait du côté des Sharks de San Jose. Alors, oui, demain, les Canadiens, c'est une équipe qui va être bien différente dans sa façon de jouer que ce qu'on a vu lors du match la semaine dernière, mardi dernier, à San Jose. OK, oui, tout le monde en convient. C'est pas parce que le Canadien joue mieux, entre guillemets, que ça va être une marche dans le parc. Demain, ça va être une rencontre très difficile pour le tricolore. J'en ai aucun doute. Je suis en train de te dire qu'ils vont perdre. Je suis en train de te dire qu'ils sont mieux d'être allumés. Pas à peu près, parce que ça va être tout un défi, particulièrement en zone neutre. En terminant, Renaud, je ne sais pas comment on a pu penser que Fowler allait commencer à se promener dans le métro. C'est clair qu'on a un ménage à trois. Ben, il y en a qui y ont pensé, mais pas moi. J'ai tout fait pour les rappeler à l'ordre calmement en disant non, il est remonté, il ne retourne pas en bas. Oubliez ça. Je le disais avant sa performance contre les Sénateurs à part de ça. Puis le prochain qui s'en vient, c'est Ryan Backer, puis lui non plus, il ne retournera pas en bas. Garde bien ça au début de la semaine. Fait que ménage à trois jusqu'à la fin de la saison, Ren. Oui, exactement, parce que les Canadiens aujourd'hui ont décidé d'aller chercher un gardien de 30 ans. Hunter Shepard, qui va se retrouver évidemment avec la formation du Rocket de Laval. Jake Chiasson aussi a été impliqué dans la transaction. Puis Riley Kidney, lui, il n'avait pas vraiment le choix, là, Jean-Charles, Riley Kidney, d'être échangé parce que ça fonctionnait pas. Ça a bien fonctionné pour lui, pour les Olympiques de Gatineau. Il va retourner à un endroit qu'il connaît un peu plus. J'espère pour lui que ça va mieux se passer. Mais tu sais, quand tu es rendu dans la Ligue East Coast, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour toi. Bref, c'est une transaction qui a pas l'air importante. Une transaction de joueurs qui jouent dans la Ligue américaine, j'en conviens. Mais quand tu vas chercher Hunter Shepard, qui est un gardien de but, c'était en train de dire à tout le monde, c'est parce que là, maintenant, on a besoin d'un autre gardien dans la Ligue américaine pour le reste de la saison. Exactement. Excellent match demain, c'est à notre antenne. Les bébés requins, beau du Macklin Celebrity contre le Canadien dès 18h l'avant-match ici au Temple. Bonne soirée, Renaud. Bon week-end. À lundi, mon ami. Salut, Jean-Charles. À lundi. Salut. Capital Hockey.
Comment ça va, le grand fil? Ah, ben, tabarouette. Parle-moi de ça. Un nouveau panorama. J'étais dû. C'est beau le sous-sol, là, mais c'est bon le changement. T'es-tu acheté une cabane à sucre? Non, petit chalet dans le bois. J'ai déjà fait ça d'ici, là. On est une petite corvée de bois en fin de semaine. On n'a pas le choix, là. Fait que, on est ici entre amis, puis écoute, j'ai hâte de chauffer le poêle demain puis d'écouter le Canadien. J'aimais ça dans le temps. Je venais me sauver ici, pas de cellulaire, rien. Mais là, on a Starlink. On peut écouter le Canadien. Ça va être un superbe week-end. Excellent. C'est tard un peu, mais comme on ne s'est pas parlé hier, tu veux prendre le temps de revenir sur la victoire contre les Sénateurs. Un gros W, rapidement. celui-là. Là. On va mélanger tout ça ensemble. La décision qui a été prise, est-ce que c'était la bonne, c'est prouvé maintenant. Mais si je te dirais que c'était le match le plus... Mon opinion, c'est que c'était le match le plus important. Tu reviens de la route, on a fait ce qu'on avait à faire contre Toronto, c'était pas parfait. Mais à Ottawa, c'était, selon moi, le match le plus important de la saison. Puis habitue-toi, on va dire ça d'ici la fin de l'année, parce que pour rentrer en série, pour le classement en série, puis évidemment, quand t'es rendu en série, ben c'est toujours le match le plus important, jusqu'à temps que tu te rendes au match numéro 7 ou au match décisif. Mais j'ai aimé de la manière qu'on a joué, on a été physique. C'était loin d'être parfait en fin de match. Là. Martin nous le dit à 6 contre 5, quand on a l'avantage, là, c'est pas parfait, puis on a des choses à travailler. Mais j'ai aimé comment les hommes de Martin se sont comportés. Comme on est allé à Ottawa, qui est une équipe qui joue très, très bien. Ça, on n'en parle pas. On les a vus qu'à l'entraînement, on en a parlé en masse, puis on dirait qu'on n'a pas reparlé depuis le début de l'année, mais c'est une équipe qui joue bien. Alors, j'ai bien aimé là, la prestation du Canadien. C'est fou, hein, parce que après la victoire de mardi, certains disaient « Enfin, on gagne des gros matchs à bas pointage contre des gros clubs. Ouais. » Je dis un instant, moi, je veux voir la même affaire ce soir à Ottawa. Je n'étais pas impressionné de la courte victoire contre Toronto, mais à l'instar de toi, je suis très, très, très renversé de la brillante performance de tout le monde contre les Sénateurs, parce que là, tu joues un club qui veut manger le même steak que tu as dans ton assiette, puis qui est une bonne équipe qui n'a pas abandonné loin de là, tu comprends? Et on a gardé ça à bas pointage, puis on a réussi à gagner le match. C'est vraiment de bon augure pour la suite. C'est comme si il y a eu un wake-up call en Californie, qu'on le veuille ou non, là. Tu regardes ça, Phil, là, on a donné beaucoup de buts en Californie, puis on a été impliqué dans des matchs à haut pointage. Et depuis qu'on est revenu de là, t'sais, on a eu, autrement dit, dans les 3 matchs en Californie, c'est marqué 10 buts en moyenne par soir. Puis dans les 2 matchs de la semaine, 4,5. On a coupé ça de plus que 50 %. Il y a eu une prise de conscience. Là. Alors moi, plutôt, on sait ce qui va arriver en avril puis en mai. Ça va être des games d'un but, puis il va y avoir le 3-4... Ça arrive des 6-1 une fois de temps en temps, mais c'est très rare. Mais les équipes jeunes, le Canadien est encore une équipe jeune, a beaucoup de choses à apprendre sur la route puis être ensemble. C'est beaucoup plus facile avec une équipe qui a moins d'expérience, que des jeunes dans des rôles très importants. Faut penser à Demidov, Slavkovski qui est encore jeune, dans des rôles très, très importants. Des fois, c'est plus facile sur la route où que la structure est plus évidente. On a plus le contrôle des joueurs. On a bien fait ça. Puis on amène ça dans une game qui était dure à Ottawa. Puis en fin de semaine, parlant des équipes de la Californie, c'est eux qui débarquent à Montréal. Ça sera pas un week-end facile. Là. Ils sont pas clairs, ils sont pas simples. Ils ont du mordant, ils ont de l'ambition. Anaheim, au moment où on se parle, est premier de la section Pacifique. Quand même, et San Jose est l'une des 2 équipes repêchées en vue des séries. Tu vas me dire, un requin repêché, il n'aime pas bien ça. Les Sharks de San Jose, eux autres, adorent ça. Alors, sauf que c'est moi où les 2 clubs vont voir un tout autre visage, parce que la façon dont le Canadien se comporte cette semaine, le Canadien adopte une philosophie série éliminatoire. Là. C'est pas la même affaire. Là. Ben, on va voir, j'ai hâte de voir. Tu sais, c'est comme ça, faut que tu juste pas parfait. Moi, ce que j'ai aimé, c'est on a essayé. Je reviens au 6 contre 5, là, c'était loin d'être parfait, mais les intentions sont bonnes. On veut bien défendre. On l'a jamais vraiment fait. On l'a pas fait récemment, mais on veut le faire. On veut bloquer des tirs, on veut s'impliquer. On veut faire à l'exemple de Madison, comment que Madison a fini le match contre les Maple Leafs, bloque un shot, s'étire de tout son long, on sort la rondelle, on marque, on gagne le match là-dessus. C'est ça, être un leader dans une équipe. Puis c'est ça que les jeunes, faut qu'ils suivent. Puis c'est ça qu'il faut faire à cet ainsi de l'année. Mais par contre, tu sais, les équipes de la Californie, des fois, on se dit sont jeunes, on leur manque de respect parce que, s'ils seraient dans l'Est, ils seraient pas dans les séries. Mais tu sais quoi, c'est qu'il y a des équipes très, 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 très dominantes dans l'Ouest qui vont chercher des points soir après soir après soir. Alors, c'est difficile pour eux d'accumuler des points. Mais quand ils vont sur la route, je viens de parler de jeunes équipes, que c'est plus facile à structurer, coacher, motiver sur la route, ben c'est ce qu'on va voir en fin de semaine, là, 2 soirs de suite au Centre Bell. Bon, vu qu'on est là-dedans, là, je veux qu'on parle des Ducks
et de Radko Gudas. En fait, peut-être que tu n'as pas pu entendre le billet de saison là, parce que tu as des invités au chalet, puis il a l'air à faire doux, fait que vous faites un peu de plein air, mais je faisais le parallèle entre les Ducks et le Canadien. Fait que je vais prendre le temps de te le réexpliquer. Là. Ces deux clubs, il y a 1 an et demi qu'on disait, eux autres sont à la même place. Un bon groupe de bons jeunes joueurs en attaque, en défense. On peut voir là 2 candidats s'affrontant en finale de la Coupe d'ici 3 à 5 ans. Mais les Ducks ont orchestré un plan pour battre l'horloge. Et le Canadien, lui, est resté sur le quai. Et j'accuse pas le Canadien en disant ça. Le Canadien joue dans la meilleure division de la Ligue, les Ducks dans la pire. Je pense qu'on a compris à Anaheim qu'il y avait une opportunité à prendre. Et on a entouré nos bons jeunes de vétérans, notamment Radko Gudas. Jacob Trouba, puis là, on vient d'ajouter John Carlson qui l'a cru. Puis en avant, si on ajoute Jeffrey Viel à Ross Johnston, on a des gros bonhommes, des gars qui prennent de l'espace, qui frappent fort. Les petits gars là-bas, là, ils jouent la tête en paix, peuvent patiner la tête entre les 2 jambes, ils se la font pas arracher. Et ça m'amène à Goudas sur Matthews hier soir avec les Ducks. C'est ce parallèle parce que le Canadien prend son temps pour exécuter son plan. Les Ducks, Madden et Verbeek ont dit « Non, il y a une occasion à jouer. On joue dans la pire section de la Ligue. Allons-y. Puis on va peut-être se ramasser dans le carré d'as quasiment gratuitement dès cette année. » Ouais, ben, je suis pas certain, mais si on y va, là, il y a beaucoup d'infos dans ce que tu dis là. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis. Souvent, dans les périodes de transaction, je te l'ai dit il y a une semaine ou deux, les clubs, les DG, c'est des anciens joueurs, ont tendance à être plus agressifs. Ils savent qu'est-ce qui manque. Puis je dis pas qu'ils ont raison, mais on l'a vu avec Bergevin à Montréal. Bergevin, il est à Buffalo. On va chercher le 6e défenseur, le joueur physique. On entoure nos joueurs. Si on prend Anaheim et San Jose et Montréal, le meilleur prospect de tous, c'est San Jose qui l'a, c'est Celebrini, on le sait. À Anaheim, on a beaucoup de bons jeunes. On les voit à l'écran ici. On a décidé de les entourer de vétérans. Je pense que Trouba, les gars qu'on a là-bas, ça va aider. Goudas, Kreider, ça va aider. Carlson va aider. Mais je déteste pas qu'est-ce qu'on fait à Montréal parce que dans les 3 organisations que je viens de nommer là, l'équipe qui a le plus de bons prospects qui sont signés à long terme, qui vont être là longtemps, et qui a la meilleure structure présentement, je pense quand même que c'est le Canadien. Alors, est-ce qu'on va regretter à Anaheim d'avoir essayé d'accélérer le plan? On va le savoir dans les prochaines années. Celebrini, c'est un exceptionnel. Tous les exceptionnels, à part McDavid, ont gagné la Coupe Stanley. McKinnon, Crosby, tous ces gars-là ont gagné la Coupe Stanley. On va voir si McDavid, excuse-moi, est capable de le faire. Mais on a entouré nos jeunes rapidement à Anaheim. On est prêt pour les séries. On a des équipes physiques. Goudas, on l'aime ou on l'aime pas. Je me souviens très bien que tu l'aimais pas nécessairement quand il était à Philadelphie. J'ai vraiment pas aimé ce qu'il a fait sur Matthews. Si on s'en va là-dessus, ben, on a, je pense, une image, c'est juste une image, qu'est-ce qui est arrivé avec Sidney Crosby aux Olympiques. Et Sidney Crosby a lui-même dit que c'était pas la fin du monde, c'est un jeu de hockey, puis que c'est des choses qui arrivent. Mais le geste qu'on a vu contre Matthews, c'est pas un geste de hockey, c'est pas des choses que tu veux voir. Moi, je pense qu'il va avoir une bonne suspension, très méritée, puis ça pourrait faire mal aux Ducks. Là. Les Ducks, il faut qu'ils continuent à accumuler des points. Ils sont sur la route présentement. Moi, s'ils étaient bien en fin de semaine, j'y comprends rien. Puis là, ben, il y a plusieurs volets aux gestes qu'on vient de voir là. Ce qu'on a vu à Toronto, je t'avais fait sortir une image cette semaine là avec Matthews avec la médaille d'or et le doigt d'honneur de Nylander, puis je pensais que ça allait être ça, l'image de la saison. Moi, je pensais que ça résumait tout. Des Maple Leafs de Toronto, ben hier soir, je pense qu'on vient d'en rajouter une coche. Ça résume beaucoup de choses. Personne n'est allé défendre le capitaine. Des entrevues très malaisantes de ses coéquipiers après le match. Fait que ça résume. Tu sais, ça se bat. Renaud aime ça nous le rappeler. Ça se bat partout au travers de la Ligue. C'est quoi? C'est aux artisans de décider. Les gars de la Ligue nationale, les gars qui jouent la game. Pas moi, toi, les entraîneurs, la Ligue décident que ça brasse. On se protège. On veut montrer qu'on veut gagner. Ben, à Toronto, on vient de nous montrer qu'on veut pas nécessairement gagner, même si on est allé chercher le match. Puis, c'est des choses qui sont très, très dures à expliquer. Puis moi, je m'attends que Matthews, qu'il soit blessé sérieusement ou pas, on va sûrement lui dire de rester à la maison pour le reste de l'année, de prendre soin de son genou, puis de protéger notre choix top 5, puis ça va grandement aider qu'il soit pas là. C'est quand même indécent. Puis tant mieux pour le Canadien s'il y a un arracheur de tête de moins dont il faut se méfier dimanche pour le match ici à Montréal. Mais c'est ça que ça fait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, comme Trouba, on peut le détester pour plein d'excellentes raisons.
ça donne du tonus à cette équipe. Ça fait plaisir à Joel Kenville, qui connaît le tabac, qui est passé par là et qui dirige une équipe de plus en plus à son image. Les Ducks sont beaux. Puis j'accuse pas le Canadien, j'insiste. Là. Toi, c'est parce que tu vois les Oilers dans ta soupe. Mais moi, je pense que les Ducks sont équipés. Sois même pas surpris que les Ducks atteignent la finale d'association dès ce printemps. J'en doute pas. Est-ce que tu vas aller jouer là-bas? Non, on est très physique. On a des jeunes qui peuvent marquer, des jeunes qui n'ont pas de pression. Ils connaissent pas ça, les séries. Mais ils ont gagné partout. Ils ont gagné au collège américain. On a l'équipe américaine. McTavish a fait de la différence avec, dans le COVID, un tournoi là, de World Junior qu'on a à peine vu, mais c'est lui qui a sauvé le match. On a beaucoup d'expérience. On a beaucoup de joueurs contre qui tu veux pas jouer. Tu sais, j'aime beaucoup Carrier, j'aime beaucoup les défenseurs à Montréal. Mais est-ce qu'on aimerait avoir Trouba ou Goudas sur la troisième paire pour faire le ménage devant nos gardiens, surtout devant John Fowler qui était exceptionnel l'autre jour? C'est certain, parce que dans des séries éliminatoires, là, si le gars il est capable de rester sur la glace, ne se fait pas suspendre et ne coûte pas à ton club, c'est exactement le genre de joueur que tu vas avoir dans ton équipe. Un mot sur le Canadien, Phil. C'est toujours fragile, mais on dirait que Zachary Bolduc a gagné la confiance de Martin Saint-Louis. Plus de rotation avec Texier, rotation régulière avec Evans et Doc. Et Texier, le bon Alex, était de retour malgré son gros but sur le 5e trio du Canadien avec Joe Veleno et Patrick Laine. Mais c'est son rôle d'être capable d'aller jouer sur le premier trio. C'est pas son rôle dans l'alignement. Je parle de Texier à chaque soir. Si on a besoin de lui dans un rôle offensif, on va lui donner. Zachary, pourquoi il est dans l'alignement? Il coûte pas défensivement, il s'implique physiquement. Puis sais-tu quoi? C'est le genre de gars, puis les coachs le savent, l'organisation sait. S'il nous coûte pas, s'il joue physique, s'il joue intense, c'est un bon coéquipier, c'est le genre de joueur qui va faire la différence en série. Des buts, il en a marqué un après l'autre, de l'Atome à Saint-Louis l'année passée, un peu à Montréal. Il est capable de faire la différence. C'est le fun de le voir. Si ça clique pour lui, là, c'est un joueur qui pourrait porter le chandail du Canadien parce que c'est pendant longtemps, parce que c'est ça qu'on cherche, des joueurs qui s'impliquent physiquement. Des mains, des passeurs puis des marqueurs, on en a. Des grinders, on en a moins. Puis un grinder de luxe, c'est un gars qui travaille fort, qui s'implique physiquement puis qui est capable de marquer des buts, puis ça, il peut le devenir. OK, une game à chaque en fin de semaine. J'exclus Sam de la séquence, évidemment, malheureusement. Oui, bonne décision du Canadien. Là. Écoute, ils n'ont pas pris ça à la légère. C'est pas juste Martin qui l'a pris. C'est une décision d'organisation souvent qui vient du deuxième étage. Martin a fait garder le meilleur gardien de but. Fait qu'on a 2 bons en fin de semaine, puis on va souhaiter le mieux pour Sam, parce que Mick a eu sa chance, on sait jamais ce qui peut arriver. Merci le grand. Manque pas une histoire inspirante au retour. Un kid jamais repêché. Il fait son nid à Anaheim avec les Canards. C'est l'un des vilains Canards, d'ailleurs. Jeffrey Viel, qu'on a connu Jeffrey Truchon-Viel ici, ex-coéquipier de Noah Dobson notamment. Il affronte le Canadien devant sa famille dimanche. On lui parle au retour. C'est un bonheur de prendre des nouvelles des nôtres qui rayonnent aux 4 coins de la Ligue nationale, épicentre la Californie ce soir, mais il est par chez nous ou par chez lui, puisqu'il affrontera le Canadien ce dimanche avec son équipe, les Ducks d'Anaheim. Jeffrey Viel est avec nous. Jeff, comment ça va? Salut Jean-Charles, ça va bien toi? Très bien, merci de t'enquérir. Là, je vais me permettre de dire que c'est Jeffrey Truchon-Viel, parce qu'on t'a connu comme ça quand même. Fait que salutations à papa puis maman, tiens, pour les gens du Québec ce soir pour l'entrevue. Parfait, je vais passer le message. Écoute, t'es relativement bien présenté ce soir. Pas trop de marques de la petite guéguerre à Toronto hier soir. Non, ça a quand même bien été. Es-tu content de comment ça se passe? On voit, commente-nous le combat, si tu permets. C'est rare que j'ai la chance de faire ça, là. On voit cette bagarre avec Michael Pezzetta. Je vais te dire en affaire, quand les gants ont revolé, j'ai dit, la Pezzetta est dans le trouble. Ouais, non, écoute, quand j'ai vu c'était qui la ligne qui startait, je me doutais que c'était son premier match dans la ville qui est née et tout. Je savais qu'il allait probablement me demander, fait que j'ai obligé. Comment ça se passe pour toi là-bas depuis ton arrivée à Anaheim? Parce que, tu sais, ça a quand même bien été avec les Bruins. Finalement, ils ont décidé de te laisser partir. L'impression que ça me donne, c'est que tu es à ta place au bon moment dans la bonne organisation. Ouais, écoute, depuis que je suis arrivé, ça va super bien, honnêtement. J'ai beaucoup de temps de glace. J'ai la chance de jouer un peu plus que ce que j'avais à Boston. Fait que pour ça, je suis vraiment content.
c'est sûr que j'ai eu la chance aussi d'avoir la confiance du coach en partant. Fait que on va continuer là-dessus. Puis écoute, on a une équipe extrêmement excitante aussi avec les jeunes talents qu'on a là. Fait que beaucoup de plaisir à date en tout cas. 2 passes hier dans le match. Hélas, une défaite là, qui m'a beaucoup surpris, remarque, mais 2 passes pour toi. Pour un joueur de ton type et de ton profil, sortir d'un match avec 2 passes et une bataille, là, à un but du hat-trick Gordie Howe, quand même, c'est pas rien. Là. Non, ça a bien été. Je pense qu'à 5 contre 5 hier, on a dominé. Malheureusement, les pénalités nous ont coûté la game. Fait que c'est un 2 points qu'on a échappé, là, qu'on aurait vraiment aimé ça avoir. C'est moi où tu as un bon fit avec Coach Kenville, là, parce qu'on t'a vu sur un 3e trio. Tu parlais tantôt, j'ai plus de temps de glace, mais je trouve que tu as du temps de glace de meilleure qualité également avec les Ducks. Oui, vraiment. Comme j'ai dit tantôt un peu, c'est aussitôt que je suis arrivé, il m'a vraiment fait confiance. Je me suis promené un peu sur, honnêtement, quasiment toutes les lignes depuis que je suis là. J'ai même eu un peu de power play, un peu de temps juste sur le power play. Fait que et on voit qu'il me fait vraiment confiance. Ça me libère un peu dans un sens pour ma confiance puis faire un peu plus de jeu que ce que je suis habitué. L'impact de jouer avec un gars comme Alex Killorn également, gagnant de la Coupe Stanley, un bon vétéran, un gars qui est très nord-sud, un gars qui connaît son travail, qui l'applique à merveille. J'imagine que ça devient comme un espèce de mentor pour toi. J'exagère-tu quand je dis ça? Non, pas du tout. Alex, je le connaissais, je m'entraînais avec à Montréal pendant des années, il y a quelques années. Fait que je te dirais, on a un peu le même style de jeu. Comme tu as dit, deux ou 3 Coupes Stanley, je suis pas sûr. 1000 matchs dans la Ligue nationale. C'est vraiment un exemple que je peux prendre. Puis, comme j'ai dit avec tous les jeunes qu'on a dans l'équipe, lui, Kreider, on a vraiment beaucoup de vieux, surtout à l'attaque, qu'on peut se fier là, pour nous. Ouais, t'as pas vu ça quand il était pas là, personne. On voyait les jeunes Ducks, les fringants, des gars de talent, là, puis je vais te demander de commenter là-dessus, mais maintenant que tous ces vétérans-là, dont tu fais partie, des gros bonhommes qui arrivent, des joueurs avec un peu plus de millage, peu importe le circuit, ben ces kids-là travaillent avec tellement les mains libres là, et la tête en paix. Ils volent sa glace avec raison. Ils ont 8 portiers à la porte. Tu comprends? Il n'y a pas de danger. Là. Ouais. Ben c'est ça, je trouve qu'on a un bon mix des deux. On a les jeunes qui apprennent c'est quoi le jouer dans la Ligue nationale, puis on a des vétérans qui essaient de les guider puis de calmer ça un peu dans ce style-là. Fait que je pense que le mix des deux c'est ça qui fait en sorte qu'on a du succès récemment. Là. Je t'enverrai pas de curveball parce que je t'aime beaucoup, on a beaucoup d'amis en commun, là, mais fait que je te demanderai pas de ranker McTavish, Seneca, Carlson et Cutter Gauthier. Mais je vais te demander de commenter sur ces 4 Young Guns-là parce que ils sont extraordinaires, tous autant qu'ils sont. Perso, j'ai un petit faible pour Gauthier, évidemment, et Seneca, mais ils sont tous très bons, hein? Je trouve qu'ils ont toutes leur force puis ils se complètent vraiment bien, tu sais. Cutter, c'est plus un ailier. T'as Carlson qui joue au centre. Beckett qui est assez jeune. C'est tous des gars qui sont extrêmement, extrêmement talentueux. Puis de faire ça à leur âge, là, ils ont tous entre 19 puis 22 ans. Ça promet beaucoup pour le futur. Là. C'est des jeunes qui ont encore beaucoup à apprendre, mais que déjà, ils sont au top de la Ligue nationale. Fait que, comme j'ai dit, c'est vraiment excitant et c'est vraiment le fun de les voir aller. Au billet de saison, mon commentaire quotidien, tantôt, je faisais un parallèle entre vous autres et le Canadien, les 2 adversaires de dimanche. J'en ai reparlé avec Renaud et Philippe Boucher également. Et je disais, ces 2 clubs, il y a 18 mois, qui étaient nez à nez, puis on pouvait prévoir, avec ce qu'ils avaient dans le pipeline, qu'ils s'affronteraient probablement en finale de la Coupe Stanley dans 4-5 ans. Et là, je disais, moi, pour moi, les Ducks ont changé complètement le plan. Ils ont vu une opportunité, ils ont fait des acquisitions. Encore John Carlson vendredi dernier. Et je pense qu'ils comprennent qu'il y a un coup à jouer parce que dans la section Pacifique, il y a vraiment un coup à jouer. Est-ce qu'à l'intérieur du vestiaire, ça fait partie de la conversation? Tu sais, quand tu es en reconstruction, tu parles de rien. Mais quand tu sais que tu tiens un steak de série éliminatoire, provisoirement, vous êtes premier de la section d'ailleurs, j'imagine que c'est un sujet de dire, on vise pas les séries, on vise les séries, puis passer une ronde ou 2. C'est possible. Ouais, écoute, puis surtout avec nos vétérans qui ont gagné la Coupe Stanley,
l'expérience que tu gagnes en saison, en série, c'est un autre niveau. Ça vaut de l'or. Fait que, surtout pour ces jeunes-là, sans trop compromettre le long terme, je pense que on a fait quelques acquisitions, comme tu as dit, de John Carlson, qui vont nous aider à potentiellement faire une run dans ces playoffs-là sans trop compromettre les 4, 5, 6, whatever, prochaines années qui s'en viennent. Fait que c'est excitant. Puis c'est un début qu'on est très excité de commencer ça. Tu vas retrouver dimanche un de tes vieux chums, Noah Dobson, avec qui tu as joué 2 saisons chez le Titan d'Acadie Batters. Vous avez gagné ensemble en 2018. Ça va faire du bien de le revoir. Quel joueur de hockey c'était dans le junior? Et on le voit, ça se traduit très bien au plus haut niveau au monde. Ouais, écoute, c'est un joueur avec extrêmement de visibilité sur la glace. Il est capable de trouver ses coéquipiers facilement. Son coup de patin est exceptionnel. C'est le même joueur que j'ai joué avec à 17 ans. Écoute, c'est un excellent joueur de hockey. Demain, vous jouez à Ottawa. C'est à notre antenne ici à TVR Sport d'ailleurs. Et dimanche au Centre Bell, ça a pris combien de tickets, Jeffrey, pour dimanche? Je suis autour de 20 en ce moment. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire. Ça a du bon sens. Ouais. Ça a du bon sens. Bien, ça magane un contrat quand tu fais pas 8 millions par année, pareil. À moins qu'on te les offre, bien entendu. C'est sûr, mais ça vaut la peine. Ça va être la première fois, comme exemple, mes grands-parents vont me voir jouer professionnellement. Wow. Fait que, c'est des moments qui valent la peine. Oh, wow. Merveilleux. Formidable. Mm-hmm. Écoute, on te regarde avec beaucoup d'intérêt, d'attention. C'est bien, bien le fun. Tu as les salutations de l'équipe du Allegria, dont notre barman en chef, Pic, Elliott Picard, que tu connais bien. Alors, bravo, félicitations, bonne continuation et on se reparle très, très bientôt. Bon match en fin de semaine, demain contre les Sens à notre antenne et dimanche contre le Canadien. Salut, JC. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut, Jeff. Merci à toi. Salut, mon chum. Alors, voilà comment on a voulu entretenir avec vous une, je pense, très, très bonne conversation sportive depuis le début de la semaine. Que de contenu divertissant, rafraîchissant, instructif. Oui, et des débats sains, des débats d'idées dans un monde où on ne meurt pas, le merveilleux monde du sport. Merci à l'équipe en régie et merci à l'équipe de plateau pour ça. Surtout, merci à vous. Regardez bien ça, ça part. Ce soir, classique mondial de baseball, États-Unis-Canada. Cligne pas des yeux, il n'y a pas de place où aller. On joint d'ailleurs un autre quart de finale. Là, quand on termine ce beau programme, ça commence à 20h. L'Open Paribas BNP de WTA Indian Wells se poursuit avec les demi-finales sur TVA Sport 2 dès 21h30. Demain, à 12h30, les Ducks d'Anaheim contre les Sénateurs d'Ottawa. On vient d'en parler avec Jeffrey Truchon-Viel. À 15h, autre match de quart de finale de la Classique mondiale de baseball. Porto Rico contre les renversants italo-américains. 15h30 sur TVA Sport, notre triple de hockey se poursuit avec les Bruins contre les Caps d'Ovi dans la capitale américaine. Il y aura de l'UFC, le Fight Night combat préliminaire sur TVA Sport 2 dès 18h, alors que l'avant-match précédera l'intégrale, sera suivi de l'après-match de Dave et tous ses chums, Sharks et Celebrini contre le Canadien et la Team Toughness dès 18h demain au hockey du samedi soir. Classique mondial de baseball, 21h, TVA Sport 2, le Venezuela contre les puissants Japonais. Manquez rien de l'action, c'est également demain. Et puis, dimanche, encore Indian Wells, on sera à la finale sur TVA Sport 2 dès 14h. Ça sera suivi dès 16h30 du duel entre les Sharks et les Sénateurs à Ottawa. Et la première de 2 demi-finales de la Classique mondiale de baseball sera présentée à heure de grande écoute dès 20h en soirée. De la belle balle, du beau gazon, manquez rien de l'action. Vous êtes aux bonnes adresses. On vous a dans le cœur. Merci encore infiniment d'avoir été là. On reprend notre conversation et nos débats enflammés lundi 17h. Prenez soin de vous autres. Salut, bon week-end. À lundi.